Bonsoir tout le monde, je m'appelle Alexa et je vous souhaite la bienvenue à cette web convo Influenceria présentée par l'ACEE du Québec. On est content de vous avoir un grand nombre avec nous ce soir et on sait qu'on avait de la compétition, Justin Bieber est au Centre Bell, donc bref, on est content que vous nous ayez choisi pour passer votre soirée. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'ACEE du Québec, on organise plusieurs initiatives à caractère entrepreneurial dans l'année, donc des formations, des conférences, des compétitions entrepreneuriales et le but, c'est de faire découvrir aux jeunes l'entrepreneuriat sous diverses formes. Et ce soir, c'est d'influenceria qu'on va parler. Puis il y en a sûrement qui se disent influenceria, fille, je suis pas sûre que c'est un mot. Effectivement, c'est un mot valise qu'on a créé qui mélange influenceur et entrepreneur parce que ce soir, on veut parler du marketing d'influence dans ce côté plus affaires. Donc, derrière ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comment se monte une campagne d'influence? Comment l'influenceur travaille avec une entreprise pour créer du contenu? Bref, on va élaborer tout ce genre de questions-là et plus avec nos deux experts ce soir, deux personnes qui ont vraiment les pieds dans le domaine de l'influence. J'ai nommé Maude Perrault et Cindy Cournoyer. Et pour vous les présenter, ben, on les a googlés. On a l'habitude de faire ça à la CE. On google nos invités et voici quelques faits à savoir sur eux avant de commencer.
Donc, Maude Perrault, elle a été relationniste et stratège de contenu d'influence avant de lancer sa propre agence, Nelly Marketing, qui fait du marketing de contenu et du marketing d'influence. Elle a travaillé avec plusieurs petites et grandes marques sur plusieurs différents contrats, mais notamment Couche-Tard, Via Capital et Coca-Cola. Notre deuxième invitée, Cindy Cournoyer, vous la connaissez sûrement si vous la suivez sur les réseaux sociaux. Elle est notamment sur YouTube, Instagram, TikTok. Elle fait du contenu voyage, lifestyle, mode, mais elle est aussi entrepreneur. Elle a cofondé Girl Crush et E-Influence, qui d'ailleurs est une entreprise qui aborde le genre de contenu qu'on va aborder ce soir. Donc, ça va être super intéressant d'avoir cet angle-là aussi. Donc, les filles, je vous introduis. J'espère que c'était bon. Mais merci d'être avec nous ce soir. On est vraiment contents de vous avoir avec nous pour jaser ce sujet-là. Merci, pareillement. Puis, bon, on a beaucoup de temps ce soir pour jaser. Je veux qu'on démystifie un peu tout ce sujet-là. On peut aller vraiment profond, on peut aller au-delà de ce qu'on entend puis de ce qu'on voit en surface sur le web, les réseaux sociaux. Puis j'ai goût de commencer ça en introduisant un peu vos premiers pas à vous dans le domaine de l'influence. Donc, comment vous êtes arrivé dans ce domaine-là à faire un métier lié au marketing d'influence? Ben moi, en fait, j'ai fait mes études en relations publiques, production, contenu vidéo et tout. Puis, je suis tombée dans le monde, en fait, des relations publiques assez rapidement. Ensuite, j'ai appliqué sur un autre emploi qui est en relations publiques, mais je pense que j'ai été relationniste comme 2 minutes. Le monde du marketing d'influence venait d'arriver au Québec. Fait que rapidement, il a fallu que, justement, je bâtisse un département avec ma collègue là-bas pour, justement, partir tout ça. Puis, je pense que la première tâche qu'on m'a demandé là-bas, c'était comme d'élaborer une stratégie ou de rechercher des profils, puis je ne savais pas qu'est-ce que je faisais parce que c'était vraiment, vraiment nouveau. Puis après ça, j'ai été 3-4 ans là-bas, justement, à travailler sur vraiment des très beaux comptes avec des très belles personnes. C'était une très belle agence. Puis à un moment donné, je me suis dit, crème, on va faire ça de notre côté, on va le faire de d'autres façons. Puis partie Nelly Marketing pour un souci vraiment de plus aligner le niveau stratégique, en fait, au niveau du marketing d'influence et du marketing de contenu. OK, parfait. Puis est-ce que quand tu as commencé tes études, tu savais déjà que tu voulais baigner dans cet univers-là ou tu es rentrée là en disant, je sais pas, les coms, ça m'intéresse, on va voir où est-ce que ça mène? Ben ouais, plutôt la deuxième option. Je voulais vraiment quelque chose qu'on pouvait communiquer, qu'on pouvait parler, qu'on pouvait être créatif surtout. J'aimais beaucoup le monde du cinéma parce qu'au cégep, c'était plus ça. Fait que je me suis alignée vraiment là-dedans. Puis c'était des productions visuelles avancées, excuse-moi, et des relations publiques. Puis quand je suis tombée vraiment dans le parcours relations publiques avancées, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun de faire un peu comme l'entour avec les plans de communication, établir des stratégies, puis vraiment faire le pont entre qu'est-ce qui est média et une marque. Fait que je trouve que c'est vraiment toujours les deux beaux côtés de la médaille. Mais pour vrai, quand tu es à l'école, on dirait que tu comprends tout ce qui est théorique, mais quand tu arrives sur tout ce qui est pratique, tu découvres tellement un nouveau monde. Ouais. Puis j'en découvre honnêtement encore à chaque jour. Fait que c'est vraiment cool. Mais non, honnêtement, si on me demandait il y a 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, c'est vraiment pas la réponse que je t'aurais donnée. Cindy, toi, tu as commencé tôt sur les réseaux sociaux quand même. Est-ce que quand tu as commencé, tu visais une carrière d'influence ou c'était pour un tout autre motif? Pas du tout, puis c'est un peu dans la même lignée. Moi, j'ai commencé à toucher au marketing d'influence avant même de savoir c'était quoi. Je pense que c'est le plus loin que je me souvienne, c'est justement quand j'ai commencé à être YouTubeuse puis prendre ça comme vraiment un travail que j'ai touché au marketing d'influence, puis je me suis rendu compte que j'avais des tâches qui étaient reliées à ça que je savais même pas, comme signer des contrats, justement négocier avec des marques, me rendre à des photoshoots, préparer du contenu. C'est tous des choses que je savais pas, puis maintenant, je l'applique dans mes entreprises, dont Girl Crush, où on engage justement des influenceurs. On travaille avec des agences aussi. Donc, non, je n'étais pas du tout au courant c'était quoi, puis c'est vraiment un milieu qui est super intéressant. Je suis contente d'en parler ce soir. Donc, tu es tombée là-dedans, finalement, mais tu as aimé ça. Fait que tu t'es dit, let's go, on continue à fond. Et là, avec les années, tu as pris l'expérience qu'il fallait aussi pour pouvoir gérer tout ce que ça implique. Je suis même allée aux études aussi. J'ai fait un certificat en com parce que je trouvais ça intéressant d'avoir l'envers du décor aussi. Il y a tellement de choses qui entourent le marketing d'influence qu'on n'est pas au courant puis qu'on voit à travers les réseaux, le behind the scene. Là, avant de commencer officiellement, les questions liées au sujet, je veux qu'on démystifie quelque chose qui est comme la base de tout, mais qui j'ai l'impression est une question à 1 million. Un influenceur, c'est quoi? Un créateur de contenu, c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose? Bref, on se situe où dans les définitions en ce moment? Oh my God, c'est une question que je me posais aussi. Je pense qu'on va pouvoir se compléter par rapport à ça.
Tu sais, personnellement, j'aime mieux me décrire en tant que créateur de contenu. Je pense qu'influenceur, il y a un côté un peu péjoratif à ça, mais malgré que maintenant, je suis capable de dire que j'influence parce que je vois que c'est une action, je vois aussi que c'est un résultat de ce que je fais. Mais moi, mon but premier, c'est de créer du contenu qui va plaire à mes abonnés, qui va me plaire aussi, qui va fitter avec moi. Puis après ça, ben, on va voir les conséquences de ça, puis ça va être d'influencer les gens. Ben, en fait, influenceur, créateur de contenu, pour nous, il y a une distinction quand on y va d'un niveau comme plus stratégique. Mais tu sais, un influenceur, à la base, c'est quelqu'un qui a une traction importante sur des intérêts comme niche pour une audience qui peut t'influencer, quoique, selon moi, influenceur est le pire mot pour un influenceur. Donc, il y a plusieurs autres définitions, mais on en parlait justement tantôt. Influenceur, créateur de contenu et même personnalité publique, pour moi, c'est des types, en fait, de personas avec lesquels tu travailles selon tes différents objectifs. Moi, j'aime beaucoup dire à mes clients, en fait, la différence entre un influenceur et un créateur de contenu, c'est soit que tu as l'influenceur qui est dans un peu comme l'extension de ta meilleure amie, tu vas pouvoir la suivre parce que tu files bien sa personnalité, tu trouves qu'elle est fun, tu peux relate à cette personne-là, puis quand elle va te donner des conseils, tu y crois parce que tu aimes bien la personne. Versus un créateur de contenu, pour moi, c'est peut-être des créateurs justement qui sont un peu plus niches. Fait qu'on peut parler, par exemple, tout ce qui est foodies, ça peut être des développeurs de recettes. Quand ils sont en fashion, justement, c'est peut-être l'élaboration des différents sets ou des différentes pièces, ou d'avoir vraiment comme un côté expert à la connotation dans le fond du métier. Puis personnalité publique, en fait, c'est les comédiens, les chanteurs, les choses comme ça les personnes comme ça qui aiment bien se prêter au jeu souvent quand ils endossent en fait des causes ou qui croient en fait en les sujets auxquels ils abordent sur les médias sociaux. Fait que pour moi, je les définis dans ces types de personnalités-là selon les objectifs et selon la stratégie. OK. Mais à la base, c'est des personnes qui ont un bon réseau sur le web, qu'on prend goût à les suivre parce qu'on aime la personnalité, puis qui ont des statistiques intéressantes pour qu'une marque s'associe à eux de façon promotionnelle. OK. OK. Bon, on part déjà avec quand même une bonne base. Tu sais, rien de noir ou blanc, mais on a déjà un meilleur aperçu, peut-être des distinctions, puis peut-être même de cas où on ferait affaire avec l'un ou l'autre, mais on va démystifier ça encore plus tantôt. Puis dites-moi, le travail d'influenceur, est-ce que vous considérez que c'est de l'entrepreneuriat? Ça aussi, c'est une question, genre, parce que là, même le terme entrepreneuriat peut dire, ouais, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être entreprendre, mais c'est peut-être pas de l'entrepreneuriat, c'est peut-être une autre forme. Mais bref, je veux vous entendre là-dessus. On ne cherche pas une bonne réponse, mais j'aimerais entendre votre opinion sur cette question-là. Et moi, je trouve à 100 tu sais, ayant des entreprises, mais aussi en continuant mon travail de créatrice de contenu, les 2 me prennent beaucoup de temps. On porte plusieurs chapeaux, tu sais, parce qu'on va réaliser le contenu, on va le produire, on va faire les achats, on va être les propres modèles aussi, on va être nos stylistes. Fait qu'on porte plusieurs chapeaux qui font en sorte que oui, je dirais qu'on est des entrepreneurs. Oui, j'aurais donné le même chiffre. En fait, 100 je pense que tu portes tellement plusieurs chapeaux, de l'idéation à la production, tu fais tes relations aussi, c'est toi qui fais ton développement des affaires, c'est toi qui fais tout ça. Puis à la fin de la journée, ben, les influenceurs, oui, sont entourés de leur agent puis tout, mais ils sont aussi un peu seuls, un peu dans leur bateau. Fait que c'est de l'entrepreneuriat pour moi parce que ça leur permet aussi du jour au lendemain, s'ils veulent revirer le bateau de bord parce qu'ils décident d'aller vers une autre avenue, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat puis les entreprises, c'est de continuer à fonder ça en quoi tu crois, ben eux, c'est pas juste leurs réseaux sociaux, c'est tellement plus, ils deviennent une marque en soi. Fait que oui, 100 Oui, puis j'ajouterais aussi, ça me fait penser, mais on décide jusqu'où on veut pousser notre entreprise aussi. C'est possible que quelqu'un ne veuille pas se créer une entreprise connexe ou travailler avec une marque pour développer justement une collection. Tu sais. Il y a tellement de choses qu'on peut penser qu'on peut pousser. C'est pas tout le monde qui veut se créer son propre site web, de se créer une chaîne YouTube. Donc, chacun va avoir sa façon de voir son entreprise puis sa façon de la gérer aussi. Vraiment. J'aime 2 éléments que vous avez dit chacun, de parler des chapeaux. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte qu'un créateur de contenu va faire un peu tout ce que différents départements feraient dans une entreprise, finalement. Donc, effectivement, si on se dit, bien souvent, les entrepreneurs, quand ils démarrent, bien, ils font un peu tout dans leur business, puis ils couvrent autant le marketing que le développement des affaires, puis que le RH. Bien, c'est vrai que c'est un peu la même chose, finalement, pour un créateur de contenu qui doit tout faire de A à Z. Puis on parle autant de paperasse, comme tu disais tantôt, de signer des contrats, puis de s'entendre, puis de développer un partenariat, que de créer son contenu, puis bref, tout ça. Puis tu as parlé de... l'espèce, t'as pas dit ce mot-là, mais l'espèce de notion de la personne, tu sais, elle se représente, est un genre de... Je veux pas dire le produit, mais c'est une marque que tu dis, effectivement. Donc, c'est une marque en soi, effectivement. Puis la personne, tu sais,
je vais mettre des guillemets, en vendant son influence, en vendant son image, puis le message qu'elle peut porter, puis le contenu qu'elle crée. Mais ça aussi, ça peut être peut-être vu, j'ai pas le goût de dire au même titre, mais un petit peu un entrepreneur qui promouvoit son produit ou qui promouvoit son service finalement. Parce que c'est un service de création de contenu, un service d'influence que vous offrez, qu'un influenceur offre finalement. Ben oui, en fait, tu sais, c'est vraiment comparable, en fait, à une boîte de production quand on a des besoins de création de contenu ou, tu sais, souvent, moi, je mentionne aux clients que c'est un peu l'expansion de ton département marketing. Tu sais, c'est important qu'ils soient au courant de toutes les notions que tu as besoin de leur partager. Des fois, tu sais, de leur partager même le brief dès le départ, ils peuvent embarquer avec toi, mais ça, je me scoop, on va en parler tantôt, mais cette personne-là, c'est comme un partenaire à part égale. Elle répond aux mêmes besoins que tu as besoin dans ton département marketing et des fois plus, évidemment, parce que tu vas la chercher pour une optique de diffusion et de création. Mais ils ont tellement de rôles. Souvent, on a la fameuse question de pourquoi pourquoi ça coûte autant ou des choses comme ça, mais il y a tellement de barèmes auxquels ils répondent, puis tellement de chapeaux justement qu'ils portent que puis ça, c'est tout ce qu'on voit pas en arrière là, de toute la facturation, la comptabilité, le démarchage et tout. Fait que ouais, c'est des entrepreneurs, puis c'est des très bons entrepreneurs et patients là, parce qu'ils démarquent leur marque tout seuls, puis des fois, ils le font tout seuls aussi. J'aime ça, beau point de vue. Si on fait un petit peu d'histoire, sans remonter à la nuit des temps, là, mais le marketing d'influence comme on le connaît aujourd'hui, qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, c'est arrivé quand puis comment? Est-ce qu'on est sans devoir faire une grosse notion très, très précise, mais pour vous, vous avez vu ça apparaître comment, ce phénomène-là qui est très fort en expansion? Ben, selon mes cours, de ce que je me rappelle, ben, tu sais, l'importance de l'opinion des pairs, ça remonte à super longtemps. On va avoir notre meilleur ami qui va nous dire d'essayer ce produit-là, puis aussitôt, on l'aime tellement, on s'associe beaucoup à cette personne-là, donc on va croire son opinion. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est la communication à double étage. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Puis justement, ça montre qu'entre les médias et la population, on va avoir cette personne-là qui va livrer un message, qui va avoir bâti cette communauté, cette relation-là avec les autres. Puis autrefois, ça se faisait de manière avec les politiciens, les humoristes encore aujourd'hui, tu sais. Puis maintenant, c'est juste qu'il y a des créateurs de contenu qui font ça. Ça vient personnifier cette espèce d'être de confiance qui pourrait être, comme disait ton ami, mais je vais remonter à loin, mais le pasteur à l'église, qui pourrait être le commerçant du coin qui te parle de quoi que ce soit. Fait que non, ça vient personnifier cette espèce de personne-là auquel on s'attache. Puis t'en parlais un petit peu tantôt aussi du lien entre qu'on développe avec cette personne. Je suis super d'accord avec Cindy là-dessus. Tu sais, quand on parlait, mettons, dans les années 70-80, c'était beaucoup l'association avec le mannequin ou l'athlète ou l'acteur super connu, tu sais, qui s'associe avec une marque. C'était beaucoup dans un média traditionnel pour une diffusion entre la marque et la masse, pardon. Puis, quand on est embarqué sur tout ce qui est le numérique parce que les internets sont arrivés et tout, on est plus dans une influence entre l'individu et la marque. T'sais. Fait que dans le fond, ça remonte à super longtemps qu'on mobilise des personnes influentes pour s'associer avec une marque. C'est juste que plus le temps avance, plus les stratégies changent en fonction des tendances, en fonction des technologies, en fonction des façons de faire puis d'avancer. Mais le marketing d'influence, c'est juste parce qu'on a trouvé un nouveau terme en 2015, mais sinon, ça fait super longtemps que ça existe de par le principe d'association d'une personne connue avec un annonceur. Puis les réseaux sociaux, qui ont un lien direct avec l'individu. Exact. Peut-être plus que d'autres médias avant, est juste venu comme créer un lien particulier, mais au final, c'est le même phénomène qu'on voit avant, puis qui s'est transformé ou adapté sur ce type de plateforme-là. Ben, c'est ça, en fait, c'est le comportement de consommation qui a changé à partir des individus. Maintenant, on est plus one-on-one avec notre téléphone pour consommer peu importe la publicité. Mais avant, c'était dans ta télévision parce qu'on n'avait pas le téléphone, mais tes acteurs puis tes mannequins avec tes annonces de marque, les Prada de ce monde, des choses comme ça, c'était dans ta télévision. Fait que c'est juste une technologie, comportement de consommation qui a évolué dans le temps. Puis c'est tout à fait normal qu'on soit rendu là, en fait. C'est quand même fou hein, quand on y pense. Ça allait vite, ouais. Tu sais. On va toucher les gens qui sont autant dans leur voiture en train d'écouter un podcast que dans leur salon en train de chiller sur leur ciel. Puis après ça va tellement vite. Vraiment, ça a vraiment une très, très grande portée. Puis je pense que ça peut toucher comme différentes façons. Puis que moi, je tripe dans le marketing d'influence, c'est le côté humain, justement, des influenceurs avec qui on travaille, des créateurs. Puis c'est tellement... pour ceux qui le sont, c'est tellement très authentique. Puis c'est très... on
on peut beaucoup se fier, on peut beaucoup se coller à leur réalité, tu sais, versus un Brad Pitt dans le temps. Tu sais, ça a l'air gros dit comme ça, mais c'était quand même eux autres qui portaient les messages de marque, tu sais, alors que maintenant, on a un peu downsizé pour avoir toute la connotation humaine, locale, tu sais, culturelle ou autre, là. Et justement, je vais surfer là-dessus. Tu parles, bon, le lien avec les influenceurs avec qui, par exemple, tu as l'occasion de collaborer. C'est des gens très authentiques. Ils font un gros travail, on l'a dit tantôt. Ils portent plusieurs chapeaux. Puis là, je vais te poser la question, Cindy, mais évidemment, tu pourras me répondre, Maude, par l'expérience que tu as, mais sur quelle base un influenceur choisit les collaborations qu'il fait pour rester le plus authentique dans son travail, pour que ça reflète le plus ce qu'il pense pour de vrai, tu sais, finalement? Mais moi, je me pose plusieurs questions. Je me demande tout d'abord, est-ce que j'ai déjà consommé ce produit-là, ce service-là? Est-ce que dans la vie de tous les jours, je sais c'est quoi la marque? Je peux-tu avoir confiance en cette marque-là? Après ça, vient les valeurs. C'est sûr qu'on va regarder les valeurs, à savoir si je m'imagine parler de ça avec, tu sais, vraiment avec confiance. Puis finalement, c'est aussi de la manière que je peux le mettre dans mon contenu parce que c'est beau consommer quelque chose, mais ça veut peut-être pas dire que j'ai envie d'en parler ou que je vais trouver une manière que ça soit facile. Tu sais, je pense à des fois des produits que je trouve un peu plus complexes comme des déodorants, par exemple. Puis c'est de trouver comment l'amener dans notre vie. Il faut que ce soit organique, naturel. Donc, j'irai vraiment pour ça. Puis après ça, avec la conversation qu'on a aussi, de pouvoir tester le produit, mais là, c'est sûr que ça aide beaucoup à prendre une décision positive. Fait que tu t'arranges pour que ça soit logique pour tes abonnés de voir ce contenu-là puis de te dire « Ah ben oui, c'est le genre de truc que je suis pas surprise qu'elle me parle. C'est quelque chose de nouveau, mais ça fait du sens pour eux. » Parce que comme on a dit tantôt, ils vous suivent pour des raisons, parce que vous avez un créneau précis, vous parlez de sujets précis. Puis dans ce cas-là, ils s'attendent à avoir des trucs comme ça, puis pas un truc qui sort de nulle part, d'un tout à fait autre créneau de temps en temps, puis faire « OK, c'est bizarre, pourquoi elle nous parle de ça? » Fait que j'imagine que ça aussi, les attentes des gens, à quel point ça guide les décisions? Quand même, ouais, ça me vient en tête aussi le fait que je peux pas accepter différents contrats qui vont être semblables parce que, pourquoi qu'elle parlait de ça v'là une semaine, mais que là, elle me parle d'un produit différent d'une autre compagnie. Ouais. Puis, tu sais, ça fonctionne juste pas. Faut quand même qu'il y ait, tu sais, une ligne directrice dans tout ça. OK. Puis, Maud, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? En fait, je pense que, tu sais, même du côté de la marque, c'est tout à fait la même chose au sens où on essaie de choisir des influenceurs avec beaucoup d'autres critères aussi, mais avec une pondération de qu'est-ce qui est présenté en promotion puis qu'est-ce qui est présenté en organique. Puis justement, la crédibilité qui est amenée autour de ça. Tu sais, le fait justement de ne pas présenter un déodorant A puis présenter un déodorant B même 2 mois après ou quoi que ce soit. Tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, tu sais, qu'on retourne un an en arrière pour voir justement. Tu sais, on ne veut pas choisir quelqu'un qui est une pizza publicitaire non plus puis qui c'est un peu partout. Fait que, tu sais, il y a quand même une corrélation entre les modalités dans lesquelles elle est choisie puis les modalités dans lesquelles on les choisit. Puis je pense que ça revient au fait de l'authenticité puis d'être vraiment vrai envers soi-même. Puis de ton côté, de personnes qui travaillent avec des entreprises, dans quel contexte, circonstances, pour quelles raisons une entreprise devrait travailler avec des influenceurs puis développer une campagne? Parce que on dirait que ça a l'air évident. Ah ben oui, on veut de la visibilité, en faire, mais je pense pas que ça s'applique à tout le monde, faire ça, non? Non, puis vraiment pas. Tu sais, la réponse, c'est pas rarement, mais c'est pas toujours le marketing d'influence. Il y a plusieurs options. Tu sais, je pense que le médium marketing d'influence est très fort quand on veut, par exemple, lancer une marque ou qu'on veut lancer un nouveau menu ou quoi que ce soit, tu sais, d'avoir une traction à ce niveau-là, au niveau des invitations. Moi, j'aime beaucoup collaborer avec des créateurs de contenu pour faire la création de contenu pour la marque. Fait que souvent, de rechercher des contextes qui sont différents, des acteurs qui sont différents, de monter un salon de Noël au mois d'août, tu sais, c'est possible de travailler avec eux pour ça. Je trouve que ça amène des beaux contextes humains. Sinon, évidemment, il y a toutes les idées d'acquisition. Donc, si on part une nouvelle plateforme, si on part un site web, une landing page, on veut travailler avec le trafic justement de cet influenceur-là. Il y a toujours la notion de visibilité, là, de notoriété. Je pense que c'est le plus grand objectif avec lequel on travaille. Nous, on travaille dans des objectifs de notoriété, d'intérêt et de considération. C'est sûr que la vente est toujours liée à ça. En bout de ligne, le directeur marketing met de l'argent pour avoir une vente qui est intrinsèquement liée à ça. Par contre, le marketing d'influence, c'est un endossement, dans le fond, envers la marque. Fait que c'est un peu d'avoir un stamp of approval de personnes pour mettre de l'avant ta marque. Fait que c'est en visibilité, mais après ça, on segmente les objectifs puis on va chercher selon les initiatives stratégiques lesquelles sont le mieux justement pour répondre à ça. Puis je sais pas si ma question
et peut-être une question d'amateur auquel on ne peut pas répondre directement, mais dans quel cas c'est pas la réponse, le marketing d'influence? Dans quel cas, c'est évident pour toi qu'avec une entreprise, tu vas dire, hey, c'est pas ça la solution? Est-ce que ça dépend, c'est-tu l'objectif qui va déterminer si c'est ça la bonne réponse? Oui, puis non, en fait, ma réponse doit être plate, mais c'est quand on veut juste des ventes. Si ton Ok. objectif, c'est seulement les ventes, puis que tu vas quantifier la réussite de ta campagne seulement avec les ventes, c'est pas la bonne façon de le faire. Tu sais, c'est mieux d'injecter de l'argent dans des publicités Facebook, puis de pouvoir avoir exactement les chiffres que tu as atteints, parce que le marketing d'influence, c'est vraiment, ça fonctionne plus dans le top funnel, en fait, de conversion. Fait que, pardon, ça travaille vraiment le haut de l'entonnoir, en fait. Puis après ça, tu travailles avec d'autres initiatives. Mais si après ça, après le 3 mois de la campagne, on s'assoit devant son ordi puis on dit hey, on a juste eu 3 ventes, c'est sûr que tout le monde est déçu autour de la table. Mais la réalité, c'est que tu en as peut-être 25 ventes en arrière qui sont allées d'une autre façon parce que, bon, je peux aller loin là-dedans là, parce que j'ai mon Vas-y. argument. Je t'arrêterai sinon, mais Je suis go for tellement it. contente que t'en parles. Je suis comme, À chaque go. fois, je craque le nom, je suis comme, on va en parler. Mais maintenant, rendu en 2022, le consommateur doit être touché par une marque 11,3 fois avant de penser Quand faire même. une conversion, en fait, donc un achat. Donc, le marketing d'influence fait partie de ces 11,3 fois-là, mais c'est pas parce que tu l'as touché à l'étape numéro 4 qu'il va acheter à l'étape numéro 4. Il va peut-être acheter plus loin, mais comment tu peux tracer que c'est parce qu'il a bien vu ta pub? Fait que c'est ça. Je dirais pour des objectifs de vente seulement, ce n'est pas la réponse. Faut pas voir ça comme un outil unique, finalement. C'est Non. pas une solution, là. C'est un outil parmi plusieurs autres outils en marketing qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. C'est pas une solution magique. Ben non, puis tu sais, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas non plus de solution magique, peu importe c'est quoi le médium. Fait que nous, tu sais, chez Nelly, on travaille avec beaucoup d'agences partenaires, justement, puis on aime ça, s'asseoir ensemble, à table de brainstorm, puis vraiment, tu sais, que tout le monde apporte son expertise. Puis quand on est rendu à jaser avec les créateurs, ben on leur laisse la marche créative aussi, tu sais. Après ça, la balle est dans leur camp, puis c'est à eux de créer ça dans quoi ils sont experts. Fait que je pense que c'est important de laisser un peu le carré de sable à chacun. 100%. Je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que j'ai goût qu'on dive in le Ah, processus. même. Parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. Je me dis, nous, on voit une vidéo sur TikTok, on voit une photo sur Instagram, puis on voit qu'il y a un partenariat, on voit qu'il y a un placement de produit, fine. Mais derrière ça, il doit y avoir un monde à explorer de trucs techniques, mais de concepts puis de façons de faire à explorer. Fait que j'ai goût qu'on fasse ça. J'ai goût qu'on comprenne comment fonctionne une campagne d'influence. En même temps, j'ai envie qu'on fasse participer les gens à la maison un petit peu. Donc, soyez alerte. De temps en temps, vous allez recevoir une petite question qui va popper sur votre écran, un vrai ou faux. On va aborder plusieurs sujets, puis moi, des fois, je vais vous lancer des questions auxquelles je vais demander évidemment à nos deux panélistes ici de répondre, donc pour pouvoir nous éclairer sur ce sujet-là. Puis ça va nous donner une idée. Est-ce que, dans le fond, on pensait la bonne affaire? T'sais? Il y a plein de trucs qu'on pense qu'on sait, puis quand on creuse le sujet, on fait « Oh mon Dieu, OK, c'est plus complexe que ça, c'est plus nuancé que ça. » C'est vers là qu'on veut aller. Donc, soyez alerte à la maison. Ici, nous, on rentre dans la conversation. Puis j'ai goût qu'on prenne un exemple fictif juste pour qu'on se mette dans une petite mise en situation pour simplifier la chose. Donc, admettons qu'on est, je sais pas, une entreprise locale zéro déchet. OK, on va prendre ça avec belle valeur environnementale et tout. Puis, on dit qu'on veut faire une campagne de marketing d'influence. Ça part comment, ça? Du moment où l'entreprise te dit, mettons, Nelly, on vient de voir chez Nelly Mode, puis on dit, hey, je veux faire ça. Qu'est-ce qui se passe? On part avec quoi? Ben, avant tout, on va s'asseoir ensemble justement pour voir c'est quoi les objectifs, c'est quoi les campagnes connexes qu'on a ensemble, c'est quoi qu'on veut faire passer en objectif marketing, mais en objectif de communication. Donc, en objectif marketing, est-ce que c'est justement de ramener du monde vers ton site web? Est-ce que c'est de travailler une acquisition? Puis, tu sais, communication, est-ce qu'on est dans la sensibilisation? Est-ce qu'on est dans l'information et tout? Fait que nous, en fait, la première étape, c'est qu'on va envoyer un long document au client qui peut remplir absolument toutes les questions qu'on a besoin pour partir en stratégie. Puis après ça, on va leur présenter un plan stratégique. Fait que c'est vraiment la première étape. Fait que ça met de l'avant, en fait, notre plan de match qui va montrer c'est quoi notre territoire créatif. Parce que dans le fond, on travaille avec du marketing d'influence, mais on veut quand même raconter une histoire. Donc, on veut asseoir, en fait, l'objectif sur un territoire créatif qu'on va
pouvoir décliner, en fait, avec nos créateurs. C'est là qu'on va vraiment s'entendre sur c'est quoi les messages clés qu'on met de l'avant, c'est quoi les directives de création. Fait que c'est à ce moment-là que le client dit, ben moi, je veux qu'on travaille dans du mauve, je veux pas qu'on travaille dans du jaune. C'est ce genre de création-là, qui est honnêtement une directive de création. On s'entend sur les couleurs. Après ça, on va y aller sur les hashtags, la réglementation et tout. Puis après ça, nous, on part en recherche et analyse de profil l'influenceur. Donc, comme Cindy le disait plus tôt, ben, oui, on cherche tout le côté qualitatif des influenceurs. Fait que vraiment, si ça fit avec la marque, si c'est vraiment le créneau dans lequel ils opèrent, si on le voit opérer puis tout, s'il y a il y a un bon feeling et tout. Si on est en création de contenu, on va regarder au niveau de l'esthétisme des photos ou quoi que ce soit. Puis, j'ai oublié une mention très importante, mais qui est la plateforme sur laquelle on s'adresse. Fait que une des premières questions, c'est la cible. Donc, ta cible va déterminer la plateforme et les formats avec lesquels tu vas opérer. Donc, ça fait partie de la stratégie. Puis après ça, on va présenter, en fait, les profils influenceurs. Donc, nous, on va analyser autant le côté qualitatif, comme je disais, que le côté quantitatif, qui est, en fait, la santé de l'audience. Donc, la performance de l'audience, à qui qu'on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes? Des fois, on veut s'adresser à du 25-35, mais on est plus dans du 35-45. Fait on regarde tous ces chiffres-là, en fait, qu'on présente au client, puis ensuite, il fait l'exercice de son côté de déterminer, en fait, ses choix d'influenceurs, si le plan de match convient. OK, je t'arrête là 2 secondes. J'ai le goût de demander à la maison, vrai ou faux, est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus efficaces que d'autres? Là, Maud nous a déjà donné un petit hint de comment on choisit la plateforme, mais quand même, j'ai envie d'avoir votre flow ici. Puis effectivement, tu disais, les plateformes, on les choisit en fonction de le genre d'audience qu'on veut cibler, c'est ça? Oui. Ouais. Peux-tu m'en donner un petit peu plus là-dessus? Oui, ben en fait, si on veut aller cibler les jeunes, donc le 13-17 ans, on sait qu'on est plus vers, mettons le 13-24 ans, on est plus vers du TikTok, on est plus sur du Instagram, du YouTube. Quand on est dans des mamans, par exemple, les blogs sont encore très forts. Maintenant, Pinterest va de l'avant. Donc, c'est vraiment de choisir, en fait, selon la stratégie puis le public auquel on s'adresse, comment qu'on va décliner les formats. Instagram reste encore un très, très grand moteur, en fait, au niveau des stratégies, de par la diversité des formats, de par la diversité, justement, des collaborateurs dessus. Mais je pense que c'est toujours intéressant de ne pas aller seulement sur une plateforme, mais de pouvoir... par exemple, les idées que Cindy aurait sur Instagram en une publication, on pourrait avoir tellement des très belles idées aussi en TikTok. C'est de travailler les deux ensemble. D'y aller par les publics, ça, c'est super important. D'y aller par des déclinaisons, de ce que je comprends. Comme tu dis, pas juste Instagram est convenient quand même, mais on va pas s'ennuyer juste là-dessus parce qu'un truc là-dessus pourrait être décliné de tellement belle façon sur un autre. Donc, on a tous ces facteurs-là à considérer pour choisir. OK, on va sur Instagram. OK, on va sur TikTok. OK, on va sur peu importe quelle autre plateforme. Je comprends bien. Oui, exactement. Puis après ça, ben, c'est en fonction des influenceurs avec lesquels on s'associe. Fait que nous, souvent, on va partir d'Instagram parce que, comme je disais, c'est moteur. Puis après ça, si on est capable de le décliner sur quelqu'un qui a du TikTok, ça va être ça. Après ça, sur Facebook ou quoi que ce soit. Fait qu'on va y aller avec vraiment les forces de chacun, en fait. OK. Les types d'influenceurs, tu disais justement, en agence, vous allez sélectionner des profils, proposer aux clients, voici les profils qui fonctionnent. Type d'influenceur, on parle de quoi? On a déjà entendu les mots macro-influenceur, micro-influenceur, on peut parler de niche. Il y en a qui sont plus créateurs de contenu dans un domaine très, très précis. Est-ce qu'on peut démystifier l'espèce de concept de quels sont les types d'influenceurs existants? Ben, je pense, comme tu disais, c'est par rapport à la niche. On va beaucoup étiqueter les influenceurs, mais c'est sûr que ça nous aide à savoir c'est quoi leur contenu principal, ce dont ils parlent, tu sais. Parce qu'on donnait l'exemple du zéro déchet, par exemple. Si on va voir quelqu'un qui parle que de ça, ben, c'est sûr qu'on va avoir des conséquences plus grandes, des plus beaux résultats que si on va chercher quelqu'un d'autre qui l'est pas. Puis souvent, j'aime ça que tu en parles parce que souvent, les gens croient que notre but ultime, c'est de travailler avec les grands influenceurs, ceux qui ont le plus d'abonnés. Mais imaginez si influenceur A parle de zéro déchet, quoi, une fois de temps en temps, puis a beaucoup d'abonnés versus un micro-influenceur qui en parle tout le temps, ben c'est sûr que tu vas avoir des meilleurs résultats avec le micro-influenceur, même si celui-ci ou celle-ci a moins d'abonnés, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment important. Pour les types d'influenceurs différents, c'est ça, on a beaucoup de foodie, le fashion, beauty. C'est sûr que moi, quand je vais présenter des trucs fashion, ben le beauté va suivre beaucoup, tu sais, parce que quand tu te prépares, ben ça va de soi que ça va ensemble. Il y a le gaming qui est vraiment une grosse industrie aussi, tu sais, avec Twitch, là, ça, c'est d'autres choses. Fait que, ouais. Puis comment on choisit... tu as parlé, un influenceur plus de niche qui parle beaucoup, beaucoup d'un même sujet versus un influenceur
peut-être plus macro, donc qui parle de différents sujets. Ma question à la maison, puis Cindy a un petit peu répondu, mais je veux qu'on élabore un peu là-dessus. Un micro-influenceur a une moins grande influence sur ses abonnés qu'un macro-influenceur, vrai ou faux? Donc, tu as mentionné quelqu'un qui parlerait de zéro déchet constamment versus quelqu'un qui parle de zéro déchet une fois de temps en temps entre des discussions sur plein d'autres sujets. Donc, à quel point vous vous fiez au nombre d'abonnés d'un influenceur avant de le recommander? Tu sais, à quel point ça joue dans la décision, le nombre d'abonnés versus le sujet, la niche, etc.? Moi, ça joue pas du tout. Là. En fait, OK. je trouve que la portée, c'est pas pertinent. En fait, c'est la santé de la communauté qui est pertinent. Donc, les ratios d'engagement, est-ce qu'on s'adresse au bon public? Est-ce il y a un fit justement avec la marque ou quoi que ce soit? Fait que je m'attarde rarement à la portée. Je dirais que ce qui fait pencher au niveau de la portée, pourquoi elle impacte, c'est notamment en termes de cachet, donc en termes de comment ils sont payés, parce que c'est sûr que quand tu as une plus petite portée, tu charges moins cher qu'une plus grande portée. Mais sinon, c'est pas un chiffre auquel. Ça tarde. Non, c'est ça, c'est ça le mot. Ça n'a pas d'influence sur nécessairement la qualité Non. de l'impact de la campagne sur le public ciblé, finalement. Non, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment de ramener aux objectifs, puis c'est quoi la stratégie, tu sais, de partir avec des personnes qui ont des 150 000, c'est super intéressant quand on est dans ce sujet-là, ou si on veut lancer un nouveau produit, si on veut lancer un menu au restaurant ou quoi que ce soit, c'est super intéressant. Si on est dans de la création de contenu, on peut y aller vers un micro-influenceur, mais honnêtement, moi, ça va toujours revenir à la pertinence du profil puis l'association de la marque versus les chiffres de portée. Donc, on cherche un contenu de qualité, un message qui est fort, une ligne directrice qui est claire chez un influenceur dans son contenu. OK. Donc là, on a, par exemple, on est passé par une agence, on a expliqué nos objectifs, on a répondu à plein de questions, s'est entendu sur un territoire créatif, on a eu des suggestions d'influenceurs, pardon. Donc, super beau travail de l'agence. Est-ce que ça arrive des fois qu'une entreprise écrit directement à un influenceur en DM, genre « Hey, salut, on aimerait faire une collaboration avec toi. » Comment ça se passe, ce volet-là qui est plus par le side, là? Ben oui, ça se peut, mais souvent, ça va être plus par courriel que tout ça va se développer. Fait que je sais pas si tout le monde est au courant, mais un influenceur peut, oui, agir pour lui-même, mais dans mon cas à moi, puis certaines de mes collègues, ben on a une agente qui, elle, va comme présenter notre profil, nous pitch ou bien justement négocier avec l'agence ou l'entreprise. Puis, il y a aussi la project manager, la chargée de projet qui va se charger de justement être sûr que le calendrier il est suivi puis que tout est vraiment en bonne et due forme. Donc, moi, à partir du moment où que je reçois cette offre-là, ben là, je passe par les questions que je t'ai mentionnées plus tôt. Bon, est-ce que ça fait avec moi, tout ça? Si la réponse est oui, je suis comme OK, let's go, on signe le contrat, on envoie la facture. Puis après ça, moi, je suis déjà en mode, je pense à qu'est-ce que je fais avec ça. Bon, je regarde les tendances, je regarde justement quel type de contenu je peux faire. J'offre aussi mes idées. Puis même des fois, on va jusqu'à créer un calendrier parce que ça peut être des collaborations qui durent sur 6 mois, 1 an des fois. Puis à ce moment-là, ben, tu veux être capable de parler du produit de manière différente puis l'amener d'une manière toujours un peu plus fun. Fait que je vais décliner ces types de contenus-là. Puis après, je vais faire les achats, j'ai comme pensé à tout. Il y a vraiment un côté créatif, oui, mais il faut être préparé aussi. OK. Fait que de ton côté, processus de création, justement, on fait de l'idéation, évidemment, j'imagine à la base. Et j'imagine que ces idées-là sont soumises à l'entreprise pour appro avant. À quel point, mettons, tu peux faire un peu ce que tu veux versus les genres d'approbation que tu dois avoir de l'entreprise qui paie des services? C'est pas encore super instrumentalisé dans le sens où des fois, je peux avoir une entreprise qui va être vraiment plus stricte, surtout quand on parle d'alcool. Ça, c'est super normal. Il y a des lois par rapport à ça. Mais moi, comment que j'aime une collaboration pour moi qui réussit, comment que j'aime l'imaginer, c'est comme si on me donne un dessin avec des lignes, puis moi, il faut que je le colore. Donc, je le colore à ma façon, puis c'est comme ça que je peux véhiculer le message à ma façon, puis être sûre que justement mes abonnés croient en ce que j'ai à dire. Puis pour faire un point avec ce que tu disais tantôt, tu sais, moi, je dois envoyer mes statistiques aussi. Des fois, on m'approche, on dit on est intéressé par toi, mais je veux juste savoir c'est quoi tes statistiques du moment parce que ta vie change. Puis peut-être que là, 1 an, c'est vraiment différent de maintenant. Puis ton pourcentage dans cette audience-là a augmenté aussi. Il faut aussi suivre l'influenceur selon sa vie, tu sais, les déménagements, par exemple, les mariages, les enfants. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Donc là, je m'éloigne un petit peu de la question, mais... Non, mais j'aime ça me donne quand même un bon topo. Du côté un peu plus, je vais dire, business,
Maude, juste avant de passer en création de contenu et tout ça, du moment où ton entreprise a dit parfait, on y va avec tel influenceur, on accepte la proposition, comment se passe le processus pour se rendre justement à l'étape de création là, du dessin finalement? Oui, ben en fait, nous, on va contacter les agents. Donc, en fait, les agents, quand les influenceurs ont des agents, fait que ça devient nos partenaires ou autrement, se représentent seuls. On va partir en négociation, dans le fond. Donc, la négociation, ça comprend autant le volume de contenu qu'on a, ça comprend l'exclusivité, ça comprend le temps d'utilisation qu'on fait, ça comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après ça, on signe le contrat. Nous, on est des types d'agences qui demandent beaucoup de choses à notre influenceur. Donc, c'est pas tout le monde qui apprécie travailler avec nous, mais après ça, ils comprennent un peu pourquoi qu'on le fait. Donc, on leur fait souvent soumettre un script, dans le fond. Donc, vraiment, on leur pose des questions qu'on a besoin là, pour pas, en fait, qu'on évite les allers-retours. Donc, par exemple, Cindy va partir avec le script qui demande c'est quoi le contexte, c'est quoi les acteurs, c'est quoi la reconnaissance de marque, même la direction artistique et tout. Donc, c'est déjà toutes des choses qu'elle travaille de son côté puis qu'elle met énormément d'efforts. C'est juste que nous, on le fait approuver aux clients avant qu'il y ait toute production. Ça sauve beaucoup, en fait, d'aller-retour en termes de reproduction parce que des fois, on ne voulait pas tel élément ou quoi que ce soit. Donc, ça protège beaucoup l'influenceur dans cette portion-là. Puis après ça, l'influenceur part en création puis nous remet tout son contenu. Puis après ça, on analyse, en fait, la vigie puis on s'assure. Donc, nous, de la minute, en fait, qu'on approche notre influenceur puis qu'on fait la négociation, je pense que notre carré de sable de création s'arrête. Fait que nous, on travaille sur un 40 de création, puis on laisse vraiment un 60 dans la cour des influenceurs pour qu'ils créent selon leur univers, selon leur idée. C'est vraiment eux qui ont la magie des concepts et tout. Fait que c'est super important de leur laisser une marge créative à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut rassurer le client de l'autre côté en gérant les attentes, puis en disant c'est ça qui va être produit. Donc, il y en a qui justement nous remettent des mood boards, nous remettent des listes d'achat, des choses comme ça. Fait qu'on fait tout approuver, puis après ça, il y a rarement des soucis, en fait, par la suite. OK. Mais moi, j'aime ça. Ouais, moi, j'aime ça quand il y a un script, justement. Je pense qu'il n'y a pas de non-dit. Après ça, quand on envoie tout le contenu, en fait, ça va être autant les photos, vidéos, ça va être sans le texte, avec le texte, parce qu'évidemment, je ne veux pas publier quelque chose qui ne va pas avoir une belle qualité d'image. Donc, il va y avoir ça, la caption, super important. De corriger aussi pour ne pas avoir de fautes. Après ça, il faut publier au bon moment. Fait que moi, il faut que je le mette dans mon calendrier aussi. Donc, je pense qu'il y a toute une grande éthique de travail au travers tout ça, puis c'est bon d'être capable d'aller jusqu'au bout en respectant les guidelines. Effectivement, quand on dit plus on connaît les barèmes puis les règles à respecter, effectivement, plus c'est facile de créer sans toujours se demander ah ben là, si je peux dessus, ça va-tu passer? Fait que j'avoue que ça doit sauver du temps. Ton inspiration, Cindy, tu la prends où quand tu dois. Parce que là, du contenu, ça fait beaucoup à créer quand même. Je veux dire, au fil d'une année, au fil de plusieurs années maintenant, comment tu t'inspires pour garder autant quelque chose qui te correspond à toi, mais qui va rester attrayant. On sait que le niveau d'attention baisse à vue d'œil à chaque année, à chaque mois chez les gens. Donc, Mais j'aime ça faire ce genre d'activité-là, je vous dirais, à chaque trimestre. Donc, comment que je vois ça? C'est comme une pyramide. Puis, on a différents sujets, comme là, vous m'avez présenté par rapport au fashion, par rapport au voyage, tout ça. Mais après ça, il va y avoir des mots peut-être qui vont me différencier des autres. T'sais, on pense à Lisanne Nadeau qui dit « full love ». On pense à... Il faut trouver ces genres de petits... ces petites façons de voir l'influenceur puis qui sait vraiment s'y approprier à cette personne-là. Donc, ça, c'est comme au top de ma pyramide. Puis là, à partir de là, je me bâtis comme un branding, si on peut dire. Ça peut être même en termes de couleurs, tout ça. Après ça, il y a mon feed qu'il faut que je travaille, ma façon de comme envoyer mon message puis de percevoir ma marque. Donc, excuse-moi, c'est quoi la question que tu posais? Mes inspirations. Donc, je m'inspire mais là, je vois des le côté autres. très technique quand même, puis effectivement, on voit, il y a un gros côté stratégique, réflexif de comment tu te positionnes, comment tu te brandes, qu'est-ce qui va te différencier visuellement dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu montres. Oui. Ben c'est ça, je vais aller voir d'autres influenceurs qui sont dans des créneaux qui sont similaires aux miens. Donc, c'est sûr que dans tout ce qui est mode, ben, il y a des gens qui vont à des événements, ils créent du contenu d'une certaine manière. Donc, je vais m'inspirer de ça sans copier, évidemment. Puis, c'est ça. Après ça, il y a différents types de photos qu'on peut prendre. J'essaie de laisser aller mon imagination un petit peu aussi. OK. Puis, là, ma question va faire pas de sens dans le sens où ça dépend vraiment de chaque contenu, mais créer du contenu. Tu as une campagne, tu dois remettre, je sais pas, une vidéo, une photo Instagram avec une caption, par exemple. OK, on prend une situation une fictive, mais combien de temps ça peut te prendre
Parce que tantôt, on disait au début, là, vous avez plusieurs chapeaux, il n'y a pas juste, le setup n'est pas là magiquement quand vous arrivez pour tourner. Il faut penser à tout ça, il faut faire la pré-prod, prod, post-prod, tout ça. Combien de temps ça peut te prendre? Combien de temps tu peux mettre, d'énergie tu peux mettre dans la création d'un contenu pour une campagne? Je dirais pour une photo puis un set de 3 stories, ça peut me prendre 9 heures environ. Wow! Ouais, juste OK. de penser à l'idéation, envoyer les concepts. Maintenant, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui m'aide aussi, tu sais, mon adjointe qui comme crée tout le calendrier puis qui va chercher les trucs parce que juste se déplacer pour aller chercher des objets, ça peut être super long. Puis moi puis Lucie qui avons les 2 compagnies ensemble, ben on se garde 2 jours par semaine où on fait juste la création de contenu. Il y a aussi les appels avec les marques, ça, on a omis d'en parler là, mais il y en a souvent aussi pour se préparer. Fait qu'il faut rajouter ça à notre agenda. Donc, je dirais un bon 8-9 heures. Fait que beaucoup plus long que ce qu'on peut penser derrière une photo qui a l'air prise si naturellement devant une table avec quelque chose. Donc, hein, sachons-le à la maison, quand vous reverrez une photo, sachez qu'il y a plusieurs heures de travail derrière cette photo et je ne parle même pas des vidéos pour l'instant. Donc, OK. Ouf, Donc, ouais. c'est un autre monde, là, vraiment. Beaucoup, beaucoup de travail. Je ne sais pas si je veux plonger là-dedans tout de suite, mais j'ai la grande question de la monétisation et de tout ce contenu-là. On vient de dire que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Même du côté des agences, il y a beaucoup de préparation au niveau stratégique, s'entendre sur beaucoup de choses, s'assurer d'atteindre les objectifs. Donc, bref, c'est gros tout ça quand même, ça doit se payer, tout ça, c'est normal. Je veux pas qu'on rentre dans combien tu gagnes pour tel genre de truc, mais je veux comprendre qu'est-ce qui vient influencer le prix. Tantôt, on a parlé du bon nombre d'abonnés qui venaient jouer un petit peu ici. Donc, qu'est-ce qui vient influencer le prix? Comment se vendent des forfaits d'influence? C'est clairement pas le bon mot, mais tu sais, on va rentrer un peu là-dedans. Tantôt, tu parlais, mettons, un package, une photo, 3 stories. Donc, ça, j'imagine que c'est un genre de package qui se vend. Il doit exister 1001 packages qu'on peut faire. J'ai goût qu'on plonge un peu là-dedans, puis tu sais, là-dedans, il y a tout autre truc connexe lié à ça, là, qu'on comprenne comment ça fonctionne, cette partie-là qui est plus business, mais qui fait partie intégrante de la chose. Mais c'est sûr que le type de contenu, pour continuer avec ça, ça va avoir une grande influence sur le prix parce que faire une vidéo, c'est sûr, ça va me prendre beaucoup plus de temps que prendre une photo. Vidéo YouTube, là, après ça, il y a les vidéos TikTok. Maintenant, si on les met sur en réel, ben, on change de réseau social, fait qu'on va chercher une autre audience, donc il y a un coût supplémentaire pour ça aussi. Je vais te laisser continuer, mais c'est sûr que les usages, l'exclusivité aussi. Exclusivité. Est-ce qu'on peut le définir? Non, mais juste pour Oui, vraiment c'est vrai. comprendre le concept. C'est la notion la moins exacte. Ouais. Le J'en cachet peux donner un influenceur, c'est exemple. la science la moins exacte, mais une exclusivité, dans le fond, c'est un peu comme si on demande justement à Cindy mettons qu'on pitch pour un fromage. OK? Non, on va y aller en fromage. On va y aller en fromage. Continuons dans les fromages. Donc, on a un fromage, en fait, puis on veut le mettre de l'avant parce qu'on a un lancement X pour stratégie. Ben, en fait, Cindy, elle, ce qu'elle va réfléchir de son côté, c'est OK, mais de combien d'autres fromages suis-je bloquée si j'accepte cette association-là? OK. Donc, après ça, c'est de savoir est-ce que c'est super important, dans le fond, qu'on bloque comme un mois avant puis un mois après pour le fromage ou dans le fond, quand on ouvre notre frigo, on est consciente qu'il y a plusieurs fromages dans notre frigo. Fait qu'il y a toute cette question-là. Après ça, je pense que c'est de sensibiliser le client de notre côté à savoir est-ce que on a vraiment, vraiment besoin de bloquer pendant cette année-là. Après ça, c'est parce qu'il y a tellement de level, en fait. Là. Mais si, par exemple, elle mentionnait qu'elle avait des partenariats sur 6 mois, fait que c'est normal que l'exclusivité soit plus longue parce qu'on met beaucoup d'efforts, on met beaucoup d'argent, on veut avoir une protection, en fait, que du jour au lendemain, elle ne représente pas un autre fromage. Mais quand on est sur juste une publication 3 stories sur une shot, c'est un peu de se poser la question. Puis, dans le fond, tout revient au coût de renonciation qu'elle a de son côté. Donc, de son côté, c'est quoi les opportunités qu'elle perd en acceptant ce mandat-là. Puis, de notre côté, c'est de faire justement la sensibilisation, comme j'expliquais plus tôt, de est-ce qu'on a vraiment besoin de bloquer autant de temps ou on peut s'entendre, tu sais. Pour moi, l'exclusivité, je rentre aussi beaucoup là-dedans. La journée de ta mise en ligne, par exemple, si c'est le 13 février, ben, je demande au contrat à ce que le 13 février, il n'y ait pas d'autres publications de marques compétitrices ou non, parce qu'on veut garder, en fait, la plage horaire sur les stories, sur le contenu ou quoi que ce soit juste pour la marque, parce qu'on sait que l'algorithme n'est pas en notre faveur, fait qu'on ne veut pas surcharger de produits. Puis ça, c'est vraiment une notion technique, mais l'exclusivité au sens où, tu sais, si tu prends la photo avec le fromage que je te demande, c'est de ne pas faire la promotion d'un chandail en même temps sur la même photo. OK.
Exactement. Fait que c'est ce qui est promu dans le contenu qui est créé, Ouais. mais ce qui est promu versus les autres produits compétiteurs Ouais. dans la période de temps. Il y a toutes ces notions-là, finalement, qui rentrent en compte. Donc, je comprends quand c'est d'exclusivité, c'est pas simple. C'est tout ça. C'est tout ça en même temps. C'est la plus longue Ok. clause, en fait, du contrat. Ok. Fait que ça demande beaucoup de choses, mais après ça, je pense que c'est de toujours se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Puis c'est beaucoup l'exclusivité qui va jouer sur le cachet, tu sais. Ok. Par exemple, on travaille avec des courtiers immobiliers. C'est normal qu'on bloque pendant l'année d'après de ne pas s'associer à une autre chaîne de courtiers immobiliers parce qu'après ça décrédibilise. Il me manquait des voyelles. L'association qu'on a par la suite, mais après ça, c'est mon Dieu, je perds mes mots, mais si on ouvre, par exemple, notre sac de maquillage, ce qu'on parlait tantôt off-cam, on ouvre le sac de maquillage, on en a plusieurs marques. Ouais. Fait que c'est normal qu'il y ait ça, mais ça penche beaucoup. Puis après ça, c'est ça, je pense que ça fait le tour de la... Puis pour ajouter à ça, tu sais, moi, je le vois beaucoup, mais pour les soins de beauté, le skincare, c'est vraiment... ça arrive souvent qu'on va booker un plus long moment d'exclusivité parce que, ben, oui, on peut utiliser différentes marques, mais c'est sûr que on veut vendre au complet la routine beauté, tu sais. Ouais. Okay. Ouais. Puis à quel point c'est le fun, facile à gérer pour un influenceur, un peu tout ça. Parce que, tu sais, là, on est au-dessus de « Ah, c'est mes valeurs, c'est quelque chose que j'aime », puis on est dans quelque chose de très, très technique, du genre durée de temps, tel produit versus tel autre. Là, si on bloque ça, il y a telle autre affaire qui peut arriver. Est-ce que c'est facile à gérer? Est-ce que ça se gère somme toute bien? Est-ce que ça vient assez naturellement? Ou au contraire, c'est un casse-tête? Mais je pense que ça vient avec une certaine organisation. C'est super important d'être organisé, puis de se faire vraiment des tableaux, puis de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'année. Puis justement, tu as mentionné en février, ben justement, les fêtes. Là, moi, je sais que je book des places pour les fêtes, que ce soit Noël, Saint-Valentin, il y a des places pour ça, puis il y a des moments plus forts dans l'année. Fait qu'il faut être capable de délimiter. Fait que je le fais vraiment sous forme de calendrier. Puis tu posais la question à quel point c'est difficile. C'est sûr que des fois, il faut comme avoir cette petite façon de penser super vite. Tu sais, je peux aller, ça m'est déjà arrivé, je suis allée à un match de football, puis j'avais pris une photo, une story, puis de l'autre côté, on voyait, tu sais, les marques là, sur le long. Ouais. Puis finalement, il fallait que j'enlève ma story. Je pense qu'on a c'était avec toi. Mais oui, c'est correct. Puis là, j'étais comme, oh, je m'excuse, je savais pas qu'on le voyait, tu sais. Puis c'est fou, je l'avais pas vu, là. C'était pas avec des mauvaises intentions, mais dans son cas, elle fait bien sa job. Fallait que le client soit content, puis il avait payé pour l'exclusivité, donc je pouvais pas montrer ça. Mais c'est ça s'en va aussi précis que ça, aussi précis que dans des contextes de vie où tu es comme « Ah, je vais faire un petit contenu là », il faut que tu sois super attentif en fonction de que tu sais que tu as au calendrier, puis ce qui est signé par rapport à un ou à l'autre, puis les time frames et tout ça, là. Oui, ben ça, en fait, c'est parce que c'était pour un très gros client, en fait, national qui demande d'avoir une exclusivité pour l'association de façon promotionnelle et non promotionnelle. Puis là, on rentre un peu dans la notion de, étant donné que Cindy est une marque en soi, puis de faire une article, peu importe où elle se promène ou ce qu'elle filme, tu sais, les gens, des fois, ils font pas la distinction entre qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui est pas payé. Fait que c'est un des rares contrats là, qu'on a fait comme ça d'une association non promotionnelle. Mais honnêtement, là, de l'autre côté, le behind the scenes, ce qui s'est passé, c'est que le client comprend là, qu'elle s'en va dans un match de foot puis tout, mais c'est ça, c'était un partenariat annuel. Mais après ça, c'est un échange entre, là, mais ouais, ça peut aller aussi loin que ça, mais rarement aussi loin que ça, pour rassurer les gens à la maison. On voit qu'il y a des cas plus particuliers que d'autres, effectivement. Beaucoup. Puis il y en a qui sont super faciles, puis il y en a, des clients, ils n'en veulent pas d'exclusivité, c'est pas important. Surtout dans les campagnes de sensibilisation, en fait, là, c'est très, très rare qu'il y ait une exclusivité parce que dans le fond, c'est d'encourager d'autres sensibilisations. Mais quand c'est des produits précis ou des produits niches ou quoi que ce soit, on bloque l'exclusivité, mais ça dépend vraiment beaucoup. On t'a parlé, tu as mentionné partenariat rémunéré. Puis là, ça me fait penser à ads, collab, produits offerts, produits payés, tout ça. Fait que là, ça me dirait que ça me glisse vers OK, donc oui, les contrats, il y a plein de spécificités par rapport à ça. Puis après ça, à la livraison, donc au moment où on publie le contenu, là, il y a aussi des technicalités puis des règles à suivre par rapport à ça. J'ai l'impression que nous, public, à la maison, on voit souvent ça, ces fameux hashtags-là que je viens de dire. Hashtag ads, ceci est un produit offert, etc.
Mais il y a plein de questions autour de ça, puis j'ai l'impression que ça, c'est juste comme la pointe de l'iceberg, puis qu'il y a plein d'autres réglementations en dessous. Je me trompe pas, je vais avoir sourire, je suis comme, il y en a long à dire. On va commencer ça par une question à la maison. Est-ce qu'un influenceur a l'obligation d'indiquer lorsqu'il a été payé pour promouvoir un produit ou livrer un message? Parce qu'on s'entend que l'influence, c'est pas juste aussi sur voici un shampoing, c'est aussi qu'on a dit des messages, la sensibilisation et tout ça. Donc, question vrai ou faux à la maison. Puis rentrons dans ce fameux sujet de qu'est-ce qui doit être dit, mentionné, spécifié dans le cadre d'une publication ou bref, d'un contenu qui sort, mais aussi dans toutes les autres étapes, avant, pendant. Je pense que c'est notre sujet préféré. En plus, on en passe C'est vrai, vous souvent me ensemble. disiez, ah mon Dieu, les règles, je peux tellement t'en parler longtemps. Allons-y, on a plein de temps. On adore. Même si ça devient frustrant quand tu vois les gens qui suivent pas les règles parce que, justement, si toi, tu le fais pour, justement, je vais pas répondre à la question pour les gens à la maison, mais tu sais, c'est super important de mentionner quand tu reçois, même quand c'est un lien affilié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des produits puis qui, quand on clique sur le lien, ils en retirent une somme monétaire, mais ça va pas influencer notre façon de voir le produit. C'est juste des règles. De même que quand tu regardes une publicité à la télévision, tu sais que c'est une publicité, tu sais. Non, exact. Puis, en fait, de la minute que je remonterais peut-être même à ta question de l'importance d'avoir un contrat. Je pense qu'il faut toujours avoir un contrat de la minute que, en tant qu'influenceur, tu as une marque qui te demande de contrôler d'une façon X ou Y ton contenu, il faut qu'il y ait un contrat. Puis avec le contrat vient certaines réglementations. Dans le fond, c'est des règles publicitaires. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est les règles de la publicité canadienne. Donc, ta réglementation, dans le fond, vient diffère en termes de plateforme et en termes de format. Donc, ta réglementation pour ta story n'est pas la même que ta réglementation pour ta publication ou quoi que ce soit. Puis, il y a un beau guide, en fait, qui est sorti avec plusieurs annonceurs, plusieurs agences de représentation qui expliquent super bien ça. Mais selon moi, c'est du côté de l'annonceur, en fait, de savoir puis de partager ces réglementations-là. Puis, c'est super important parce que, dans le fond, c'est une divulgation, donc ça devient naturel. Je pense pas que les gens devraient se cacher de ça parce que c'est mis de l'avant. Puis il y a des règles à suivre. Là. Par exemple, c'est hashtag pub si le texte est en français, non hashtag ad. C'est pas le hashtag collab ne fonctionne pas. Ça va être hashtag pub, hashtag publicité, hashtag partenaire, là, le nom du client ou quoi que ce soit. Après ça, sur les Instagram Stories, c'est de la mettre, mettons, sur la première insertion et la dernière insertion pour closer. Quand on travaille dans du YouTube, c'est de le dire de façon verbale dans les 30 premières secondes, mais de le dire dans le texte ou la vidéo. Fait qu'il y a vraiment plusieurs façons de travailler. Quand c'est au contrat, c'est au guide de production, c'est dans tous ces endroits-là. Puis pour moi, c'est une des choses les plus importantes à respecter là, parce que la vérité, en fait, c'est que maintenant, il y a beaucoup de créateurs avec lesquels on travaille que s'ils ne réglementent pas leur contenu, même avec la balise commerciale, là, fait que souvent, quand vous regardez sur Instagram, vous avez partenariat rémunéré avec client X. Maintenant, Instagram peut même retirer, en fait, ton contenu que tu as mis beaucoup d'efforts, que la marque a payé beaucoup pour ça, le retire quand tu n'as pas la réglementation adéquate. OK. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ben, c'est beaucoup à Toronto, mais maintenant, ils obligent presque, en fait, les balises commerciales, donc l'activation du paid partnership. Puis quand tu ne l'as pas, ils peuvent t'enlever ton contenu, là, puis tu peux pas... je ne sais pas à quel point tu peux le remettre ou tu ne peux pas le remettre. Là, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais ouais. Puis en plus, il me semble que c'est pas suffisant, juste le paid partnership. Oui, il faut aussi ajouter les hashtags. Oui, en fait, c'est ça. C'est le rendre... nous, on les rend bulletproof. Dans le fond, on fait soit le paid partnership ou le hashtag pub, puis on ajoute le hashtag ambassadeur underscore. OK. J'ai déjà travaillé avec des clients aussi qu'il fallait qu'on le dise non seulement de façon verbale, mais aussi à l'écrit. Fait que les deux. Puis il fallait dire ceci est une collaboration avec X, Y, Z. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont réticents à mettre ces trucs-là? Parce que c'est quelque chose que je comprends pas, puis je veux qu'on éclaire le sujet. On dirait que je me dis, quand on consomme du contenu sur les réseaux sociaux, surtout si on sait qu'on suit un créateur de contenu ou un influenceur, on s'attend à ce que une partie du contenu qui nous pousse soit découle d'un contrat ou de quoi que ce soit. Je comprends qu'il y a beaucoup de contenu organique aussi, puis ça doit être un mélange des deux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont autant réticents à l'afficher alors que j'ose
croire que les gens doivent s'attendre à ce qu'il y ait du contenu publicisé dans ce qui est posté par un influenceur, non? Mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, puis il y a OK. beaucoup de gens qui sont, oui, réticents à le faire, pas parce que ça leur tu sais, ils aiment pas ça, c'est plus parce qu'ils savent que la réponse va être négative. Ah! Exemple, moi, si je mets le hashtag ou plutôt le compte Instagram de ce que je porte aujourd'hui, puis que je mets pas la hashtag pub parce que je suis pas payée, justement, il va y avoir tellement de clics versus si, heureusement, ben, cette entreprise-là me paie finalement, puis je la porte, là, j'aime ça, puis je montre que c'est une pub, les gens vont moins cliquer dessus parce qu'ils vont vraiment voir une corrélation entre la transparence ou la non-transparence et le fait d'être payé. C'est comme, OK. on va vraiment créer un lien. Puis moi-même, je le fais aussi. Moi aussi, des fois, j'envoie des pubs, puis je me dis, ah, je sais qu'elle consomme pas ça. Mais pas souvent, là, inquiétez-vous pas, là, mais comme. Fait que je peux comprendre pourquoi les gens OK. pensent comme ça, tu sais. Mais après ça, c'est de savoir l'éthique de travail des influenceurs qu'on suit. C'est nous qui Exact. décide qui qu'on encourage, puis c'est de savoir, ben, tu sais, cette personne-là peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec son argent. C'est juste que pour la plupart, il faut comprendre que, ben oui, on a un toit à payer, mais cet argent-là est remis dans notre contenu après ça, juste pour justement délivrer du meilleur contenu, avoir une meilleure caméra, avoir des lumières, tu sais, juste améliorer tout ce qui entoure. Donc, la perception du contenu payé peut sembler dire, on dirait qu'il y a quelque chose d'un peu moins authentique parce que c'est payé pour le Mhm. dire. Donc, c'est probablement ton contenu organique puis la relation que tu as développée avec tes abonnés qui va venir comme compenser en fait, qui va venir peut-être influencer l'opinion des gens à se dire, OK, c'est une pub, mais en même temps, je sais comment, tu sais, je sais un peu comment est cette personne-là. Je suis habituée de voir son contenu organique, ça fait vraiment du sens. Exact. Je vois vraiment une corrélation de tout ça. Et donc là, ça va être un peu mieux accueilli. C'est un peu ça que je Exact. comprends. Donc, je pense que la lacune pour ces personnes-là qui mettent pas les hashtags, c'est peut-être dans leur contenu organique, tu sais, OK. plutôt que dans leur contenu publicitaire. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mais j'ai rien à rajouter. Je trouve que Mhm. c'est exactement ça que je pense. Puis j'aime ton idée de la télévision qu'on prend comme exemple depuis comme le début, mais sur une émission de 30 minutes, tu as un 5 minutes de publicité puis Mhm. tout. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir ça sur Instagram? Sur 5 publications, tu as 4 publications organiques puis tu as une publication que c'est de la publicité. Je pense que ça revient tout à, comme Cindy dit, l'éthique de travail, la pondération, l'intelligence derrière le contenu qu'on met. Puis, je trouve que mettre un hashtag pub, puis dire de ne pas vouloir mettre un hashtag pub, puis après ça, de l'autre côté, dire qu'on veut rester transparent, bien, le hashtag pub, c'est de la transparence. Tu sais, je pense que c'est de mentionner à ton public que, tu sais, oui, tu es payé parce que c'est de la publicité, il y a des règles auxquelles, mais il faut comprendre que le message qui est véhiculé dans cette publicité-là, c'est ce qu'il pense pareil, tu sais. Si tu suis cet influenceur-là parce que tu aimes son contenu organique, il faut que tu lui fasses confiance dans son contenu pub. Sinon, si tu commences à moins y faire confiance dans son contenu de pub, la relation est brimée, puis il est là le problème. Là. J'aime cet aspect-là, l'espèce d'aspect relation où Ouais. on a l'impression que ben, c'est lui qui livre le contenu, nous, on reçoit puis on juge, mais c'est une relation dans les deux sens. Effectivement, si tu choisis de suivre cette personne-là, si tu choisis, tu as le choix de cliquer se désabonner si tu veux. Oui. Là. Fait que Oui. c'est vrai dans un sens que si tu fais confiance d'un côté pour l'organique, tu dois faire confiance pour le reste. Sinon, ce pourquoi tu l'aimes disparaît pas parce que c'est une pub techniquement. Exact. Non, exact. Puis quand ils tu sais, sont super professionnels, comme Cindy, ben, il y a une réflexion derrière la prise de décision. Si on va de l'avant avec ce contenu-là, il y a plusieurs fois, nous, qu'on approche des influenceurs qui n'ont pas nécessairement essayé le produit puis qui demandent de le tester. Puis oui, on perd 1-2 semaines à l'envoyer puis à le tester. Puis dans des cas, ils nous reviennent puis ils disent ah, les produits, finalement, c'est pas pour moi. Les ingrédients, c'est parfait. Tu sais, j'aime mieux que tu me dises ça. On se reprend sur la prochaine campagne. Je sais que tu choisis tes partenariats avec délicatesse. On se reprend puis tout va bien aller. Tout va bien Ouais. aller. Puis parlant de contenu organique, je ne sais pas s'il existe un chiffre pour vrai magique, mais est-ce qu'il y a une proportion idéale de contenu organique versus contenu payé pour, pour trouver une espèce de bon équilibre pour développer ta confiance avec tes abonnés, développer ce lien-là, pour justement faire bien passer le contenu payé? Est-ce que ça existe, ce chiffre-là? Je sais pas la pondération exacte, mais Ouais. c'est sûr que moi, je fais attention pour pas avoir plus qu'une publicité par semaine. OK. Si ça arrive, si c'est le cas. Puis, en ce qui concerne le contenu organique, j'essaie de mettre du temps justement pour faire des Q&A, faire des stories, tu sais, de temps en temps des lives, là, ça fait un bout que j'ai fait ça, mais tu sais, d'essayer plusieurs types de contenus pour montrer que tu fais des efforts quand t'es pas payé. C'est super Ouais. important. Mais en ce Ouais. qui concerne la pondération, je sais
Ben, j'ai pas de chiffre magique. Je pense que je vais garder mon exemple de la télévision, au sens où tu as 25 minutes de District 31, puis après ça, tu as 5 minutes de publicité. Tu sais, peut-être si j'avais un chiffre magique, ça serait 4 publicités organiques, une publicité promotionnelle, mais après ça, si c'est 10 publicités organiques, puis tu sais, 2 publicités, c'est le même ratio, là, mais dans le sens que je pense pas qu'il y ait de chiffre magique. Je pense que c'est juste de bien le faire puis de bien le timer. Tu sais, il y a aussi, j'imagine qu'il y a une réflexion derrière qu'est-ce que je viens de parler organiquement puis c'est quoi la publicité que je mets par la suite. Il ne faut pas que ça soit trop contradictoire. Ouais. Je vais poser une question à laquelle vous avez le droit de ne pas répondre. Est-ce qu'il existe des mauvais influenceurs? Dans le sens, pas dans le sens des mauvais contenus, mais dans le sens des pratiques qui font pas de sens. Mettons, trop de contenu publicisé, du contenu qui fit pas, tu sais, comme qu'il n'y a pas de cohérence. Tu sais, je veux pas de nom. Qu'est-ce qui fait un mauvais influenceur, en fait? C'est sûr que ça va être différent de la manière qu'on gère nos entreprises, comme je l'ai mentionné plus tôt. Tu sais, des genres de red flags que je pourrais dire qui définit un mauvais influenceur. Ben, c'est sûr, tu parlais tantôt, là, la pizza publicitaire, le fait de voir quelqu'un toujours parler de trucs puis de faire toujours des publicités. Après ça, Ben, en fait, je pense que c'est la vérité au travers de ça. Tu sais, c'est la pondérance en termes de publicité. Après ça, est-ce que la publicité a l'air comme tout à fait stagée? Est-ce qu'on a juste mis un mot, puis après ça, on a acheté le hashtag pub? Moi, je trouve que quand je vois des contenus de ce genre-là, je trouve que c'est pas une relation qui est entretenue avec la marque nécessairement. Tu sais, ça veut rien dire de voir une photo puis un pot de crème puis juste un hashtag pub. Après ça, je sortirais peut-être de l'écosystème au sens où il y a des influenceurs qui s'assument 100% là-dedans d'être très dans les bars ou quoi que ce soit, puis c'est très, très, très correct, mais il faut qu'il y ait une corrélation entre les messages que tu portes à l'extérieur de tes plateformes et sur tes plateformes. Ça, je pense que c'est des notions qu'on peut s'obstiner longtemps avec les influenceurs, mais je pense qu'il faut que ça fasse du sens dans les messages que tu endosses en temps réel puis sur ta plateforme. Sinon, mauvais influenceur, après ça, de mon côté, du côté de la marque, ça serait est-ce que la collaboration s'est bien passée? Est-ce que les communications étaient faciles? Est-ce que finalement, tu n'as pas respecté le brief? Est-ce que tu as changé d'idée en milieu? Est-ce que tu étais facile à collaborer avec ou non? Ouais. Parce que, outre le fait que tu as eu des super bons résultats, mais que l'équipe s'est enfargée dans plusieurs notions, puis on a eu des longues discussions. Fait que, ouais. Ça reste un partenaire d'affaires. Il faut que ça fonctionne bien pendant. C'est pas juste le résultat qui compte, finalement. Ben, c'est ça. Je trouve qu'il y a personne dans l'équation qui est un fournisseur. Autant, nous, on n'est pas là pour te dicter quoi faire, puis nous, on ne te voit pas comme un fournisseur. Fait que c'est important d'avoir une bonne relation, mais il y a un cachet qui est associé sur un contrat. Des fois, il y en a qu'on écrit des textes pour eux. Il y en a qu'on revoit le contenu parce qu'on sait que ça n'avancera pas puis qu'ils ne veulent pas le refaire. Fait que c'est pas quelque chose qu'on voit en ligne, malheureusement. C'est tout le behind the scene du merveilleux monde d'être en agence. Mais ouais, il y a cette connotation-là aussi. J'ajouterais aussi la façon dont l'influenceur parle à sa communauté. Chez Girl Crush, on va justement voir comment l'influenceur répond à ses commentaires. Puis ça va avoir une grosse incidence si tu vois la personne qui répond à ses abonnés sur chaque photo, puis leur répond avec leur prénom, par exemple, et tu vois qu'ils sont proches de leur communauté. Ça parle beaucoup versus quelqu'un qui va juste ignorer puis qui va utiliser sa plateforme juste à titre comme de panneau. Ben vraiment, puis tu mentionnais plutôt de prendre le temps de faire des Q&A, de prendre le temps de faire des lives, justement, d'entretenir cette relation-là, parce que à la fin de la journée, ta communauté, c'est celle qui te supporte puis qui te permet, en fait, d'exercer ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui prennent pas le temps d'échanger avec eux, savoir comment ils vont puis tout. Fait que, outre que les chiffres, il y a vraiment la relation, c'est ça le plus important, dans le fond, la relation. C'est plus qualitatif, mais c'est quand même ça qui amène les résultats, finalement. Oui, comme on est tantôt, le nombre d'abonnés, oui, il va venir jouer un petit peu. Par exemple, on a dit au niveau du contrat, au niveau du montant à signer, tout ça, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que les résultats vont nécessairement être là non plus. Non. Effectivement, c'est probablement le critère numéro 1. Un bon influenceur. Vraiment. Puis, je veux qu'on ait un petit peu dans l'opinion. On n'ira pas dans du drama, mais j'ai envie de vous entendre sur les enjeux qui sont liés
au marketing d'influence. Mm. On l'a dit tantôt, on a commencé en disant c'est un gros domaine, c'est un gros sujet. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein d'idées préconçues, il y a plein de stéréotypes, il y a plein de. Justement, on ne connaît pas tellement le behind the scenes. Fait que j'ai le goût de vous entendre pour vous, respectivement, autant du côté, oui, agence, qui tu travailles avec des entreprises, donc tu vois le côté entreprise, tu vois le côté agent avec les influenceurs, du côté entrepreneur et du côté influenceur. Quels sont les principaux enjeux? Moi, j'en ai plein en ce moment que je vais aborder, mais j'ai le goût de vous laisser aller pour vous. Le principal enjeu qui est lié à ce travail-là, à ce domaine-là, peu importe de quel côté il vient, c'est quoi? De mon côté, je dirais que ta vie privée devient en quelque sorte publique, puis c'est de vraiment faire le pont entre qu'est-ce que tu veux montrer, puis qu'est-ce que tu veux pas montrer, qu'est-ce que tu peux montrer aussi. Puis tu l'as mentionné plus tôt, mais on est comme aussi nos propres PR. Donc moi, souvent avec Lucie Réaume, qui est aussi créatrice de contenu, si on sort, moi, je l'aide à ce qu'elle ne publie pas quelque chose qu'il faut pas qu'elle publie. Puis pareillement pour moi, parce qu'on rencontre des gens pour être capable de rester professionnel dans tout ça. Donc, c'est ça le mélange aussi de la vie privée publique. Puis ayant aussi un copain qui est dans le milieu du droit, lui, c'est comme le contraire dans le sens le secret professionnel, c'est super important de ce qu'on a l'air, comment qu'on se présente. Fait qu'il faut vraiment que je respecte ça aussi, puis qu'on ait une bonne communication par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment un bon point. Est-ce que tu as cet enjeu-là, des fois, avec. Est-ce que tu l'entends dans tes relations de travail, justement, que ce soit avec les Oui, entreprises ou l'autre, soit des gens qui ne comprennent pas cet enjeu-là ou des ouais. gens qui vivent avec ce dilemme-là? Ben, en fait, je dirais que c'est de là l'importance de bien sonder, tu sais, puis de bien faire nos recherches en tant qu'agence quand on recherche nos influenceurs. Mais la vérité, c'est que dans le marketing d'influence, on est à l'abri de rien, en fait, là, parce que effectivement, notre influenceur peut sortir dans un bar, il arrive quelque chose, peu importe, tu sais, ce qui sort dans les médias ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, l'enjeu, je te dirais, peut être aussi large que toute action ou toute déclaration qui défavorise l'association commerciale entre la marque et l'influenceur. Fait que j'ai comme pas de réponse à ça parce que pour moi, tout peut être un enjeu puis rien peut l'être. Je pense que c'est là l'importance de justement de bien s'associer, de faire ses recherches puis tout. Puis après ça, de l'autre côté, c'est d'avoir des contrats assez importants puis assez béton pour pouvoir se sortir de ces situations-là. Il y a plusieurs situations qui se sont passées dans les 2 dernières années, avec les hashtags qui sont sortis, les vagues de voyages d'avion puis tout. Puis quand on a un contrat qui est assez solide entre la marque et l'influenceur, je pense que l'agent de l'autre côté, l'influenceur de l'autre côté fait je sais, j'ai merdé, je comprends qu'on arrête cela. Après ça, c'est de protéger les deux parties dans ça. Dans les dernières années, beaucoup avec des phénomènes télévisuels, mais autres, on a vu apparaître, je veux dire comme ça, là, apparaître des influenceurs, donc des gens. Puis tantôt, on peut peut-être y aller avec les termes de tantôt, des personnalités publiques. Est-ce qu'ils sont devenus personnalités publiques? Je ne sais pas. Mais bref, des gens qui se sont mis à avoir beaucoup d'abonnés, puis qui se sont mis à parler de différentes choses, se faire des produits, parler de. Mais je ne sais pas si on dit est-ce que ce sont des influenceurs, est-ce que ce ne le sont pas, est-ce que c'est juste des gens qui ont une belle popularité sur les réseaux sociaux et donc qui vont briller d'une certaine façon parce qu'on va parler d'eux. Est-ce que cette apparition d'influenceurs assez rapide-là vient, vous pensez, altérer comme on dit tantôt, l'espèce de notion de mot influenceur, la compréhension de ce qu'est un influenceur? Comment vous vivez ça? Parce que, tu sais, Cindy, tu es quand même dans le domaine depuis longtemps. YouTube, je pense, depuis 2015, Ouais. quelque chose comme ça. Fait que, bref, ça fait plusieurs années. Mhm. Fait que, justement, les influenceurs ou les gens avec beaucoup d'abonnés qui pop-up comme ça, quand même rapidement, est-ce que vous avez une vision de ça, de ce que ça crée dans le milieu, de ce que ça crée pour l'opinion des gens, du public qui voit ça? C'est sûr, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Le côté positif, je trouve, à mon parcours, c'est que je peux comme merder en début de parcours sans que le monde s'en rende compte. Fait que ça, c'est le fun. On peut comme bâtir des expériences au travers. Il y a comme une ligne directrice, ça suit, puis il y a une croissance. Alors que pour ces gens-là qui sortent d'une télé-réalité, par exemple, c'est un peu plus difficile. On te pitch un peu là-dedans, tu sais pas trop comment. Je pense que je leur définirais pas de rôle avant, tu sais, ça fasse peut-être 1 an ou 2 ans qu'ils sont sur les réseaux, puis qu'on voit comment ils réagissent avec la marque. Puis j'ai travaillé avec des gens aussi qui sont sortis des téléréalités pour Girl Crush, pour E-Influence, puis je vois des bons coups comme des mauvais coups aussi. Tu sais, je pense vraiment
comme on dit, que ça part de la base de pas trop savoir la réglementation, savoir, ben, on est une nouvelle équipe aussi, on sait pas trop comment gérer ça. Puis il vient la popularité aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, qui peut être quand même dur sur ben, sa façon d'être, tout simplement. Oui, vraiment. En fait, moi, je reviendrai aussi à la discussion qu'on a eue tantôt sur influenceurs versus créateurs de contenu. Je pense que les personnes qui sortent des téléréalités, c'est des personnes qu'on aime suivre, qui sont, sont super intéressantes, c'est des personnes ludiques, c'est des personnes qui nous ont entertainés toute l'année, puis tout. Puis quand ils arrivent, en fait, de leur côté, comme Cindy dit, ils arrivent avec tellement un paquet de choses et ils ont le téléphone dans les mains, puis ils se font probablement dire, OK, t'as tel contrat, qui s'en vient dans 3 mois. Fait que c'est beaucoup de leur côté. Après ça, ça va distinguer le professionnalisme versus le non-professionnalisme ou même leur envie de continuer là-dedans. Dans mon top 5 des personnes avec qui j'ai collaboré qui étaient les plus professionnelles, il y en a 3 là-dedans qui étaient justement des OD de ce monde, puis tout, qui se prennent de façon comme super sérieuse. Mais il y a de la place pour tout le monde. Je pense que ça peut amener une connotation péjorative, mais pas parce que c'est des gens qui sortent des téléréalités. Juste, tout le monde pourrait donner une connotation péjorative de par le fait de mal exercer le métier, je dirais. Mais après ça, moi, je ramènerais aux objectifs. C'est pourquoi on va y aller plus vers une personne de télé-réalité, l'expansion justement de ta meilleure amie versus comme un créneau plus niché. Mais c'est un peu comme dans n'importe quel créneau marketing ou quoi que ce soit. Il y a toujours un mouton noir ou quoi que ce soit. Mais pourquoi l'est-il? La réponse est différente des fois. J'aime le fait de comment il va exercer le métier, de laisser du temps. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va gagner une popularité. Tu sais, cette popularité-là leur tombe dessus. Je veux pas, là, les abonnés arrivent parce qu'on les a vus, on les a suivis à la télé. Comme tu disais tantôt, l'espèce de on s'attache à des gens. Et donc, ça vient ça. Puis je pense que c'est ça dès le début. Puis ensuite, ben, des fois, on décide de toutes les mettre dans un bucket qui s'appelle influenceur, mais réellement, c'est des gens avec beaucoup d'abonnés que tu as suivis puis que tu as trouvé cool. Puis là, c'est de dire, OK, eux vont faire quoi avec ça? Est-ce qu'ils vont juste vivre leur vie, puis vont, tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, qui posent du contenu de temps en temps de ce qu'ils font la fin de semaine et ça sera ça. Puis s'il y en a d'autres qui vont décider de vouloir s'investir là-dedans, et comme on disait un peu dans faire un métier, donc de développer une éthique de travail, de vouloir se définir un créneau, une ligne directrice, un message, puis de vouloir aller là-dedans. Puis c'est peut-être là, effectivement, qu'on va définir, est-ce que c'est un influenceur ou un créateur de contenu? Effectivement, voyons qu'est-ce qu'il va faire avec ces abonnés-là, puis avec cette influence-là qu'il a développée, finalement, dans un contexte tout autre, qui vient faire une différence, je pense. Mais exact. Puis, ton point de leur laisser du temps, il est tellement parfait dans le sens que en ce moment, on est en 2022, puis on le voit, on est 4 ans plus tard sur les premières éditions de le remake de OD qui s'est passé, puis on le voit, ceux que ça fonctionne, puis on le voit, ceux qui perdurent, puis on le voit, ceux qu'on est là parce qu'on s'attache encore à leur personnalité, puis on a encore envie d'apprendre de leur côté versus ceux qui se sont essoufflés ou qui n'ont pas su nécessairement se renouveler ou que carrément ça les intéressait plus, c'est normal. Fait que de laisser la chance aux coureurs aussi, ils sont tombés avec beaucoup de choses. Puis autant quelqu'un qui commence sur YouTube ou tous ceux qui ont commencé sur TikTok, parce que TikTok est quand même assez récent, même si c'est pas super récent, mais tu sais, aussi, c'est de leur laisser la chance de monter puis d'aller travailler une traction sur Instagram et tout. Donc c'est ça. Est-ce qu'on est exigeant comme consommateur? Est-ce qu'on est exigeant à, je sais pas, vouloir la perfection, vouloir les choses rapides, pas tellement prendre le temps de chercher? Tu sais, là, je parle, puis je me regarde en même temps. Je veux dire, je suis une consommatrice au même titre que tout le monde qui nous regarde en ce moment. Peut-être certains se reconnaîtront, peut-être d'autres non, mais j'ai l'impression qu'on s'attend à beaucoup de choses vite. On veut comprendre sans trop chercher, sans trop lire. On s'attend à beaucoup de choses. Ça reste des humains qui font des choses. Je veux dire, on fait tous des erreurs au travail. Ça nous arrive des fois de manquer de cohérence, de faire des petits trucs. Ça prend du temps aussi de développer une relation avec des gens. Donc, imagine avec plein de gens que tu vois jamais sur les réseaux sociaux parce que c'est toi qui leur parles, mais eux, tu les vois pas nécessairement. Tu sais, est-ce qu'il faut laisser peut-être plus de place à ça, prenons le temps de connaître ces individus-là, de comprendre c'est quoi leur message, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils font, prendre le temps de s'attacher, de développer l'espèce de lien de confiance dont on a parlé plus tôt aussi, qui est super important pour déterminer l'espèce de crédibilité qu'on va donner à ces gens-là. Puis de ne pas s'attendre à une perfection, de s'attendre à une authenticité, à une transparence, même si le mot authenticité est tellement utilisé, mais de s'attendre quand même, comme on disait, à une transparence, puis à dire, mais c'est des gens, puis c'est des gens comme tout le monde, oui, ils sont payés pour faire des contrats, tout comme des agences sont payées pour faire des contrats pour des compagnies. Puis, mais c'est la même chose, c'est des entrepreneurs, mais c'est des humains qui veulent juste
te livrer du contenu qu'on pense va t'intéresser. Est-ce qu'on doit comme se chiller comme consommateur des réseaux sociaux? Ben, les gens à la maison vont pouvoir nous le dire, mais j'aime que tu amènes ça parce que moi, je suis toujours en dualité, tu sais. Je trouve que, comme tu dis, on a beaucoup d'attentes. Moi-même, j'en ai aussi envers les gens que je suis. Puis des fois, on s'attend à ce que cette personne-là nous doit donc bien sa vie personnelle, doit donc bien nous dire c'est qui qu'elle voit présentement, alors que au final, c'est pas tant de nos affaires, tu sais. C'est juste parce que la personne a peut-être choisi d'en dire plus. Puis là, on s'attend à ce que ça va toujours être comme ça, mais les influenceurs, les créateurs de contenu sont maîtres de qu'est-ce qu'ils veulent parler, puis sont pas entitled à te raconter toute leur vie, justement. Fait que c'est sûr que la popularité, ça vient avec tellement d'avantages. Puis c'est là la dualité que je vois parce qu'on me dit tout le temps, ben, tu sais, t'as choisi de faire ça. Fait que, tu sais, c'est comme tu dois ton âme au diable. C'est quasiment ça. Ouais, fait que c'est de mettre la nuance un petit peu dans ce fameux principe de oui, mais tu as choisi. Oui, oui, j'ai choisi, mais comme tu dis, j'ai pas choisi de tout livrer, mais j'ai choisi de partager des éléments, j'ai choisi de montrer les choses, j'ai choisi de donner mon opinion sur des trucs, mais pas nécessairement sur tout, je comprends. Exact. Ben, exactement. Puis je pense que c'est une tactique marketing où ce que c'est plus des chiffres qu'on bouge dans un fichier Excel. Tu sais, c'est des humains, c'est des relations, ils ont du vécu. Moi, je merde 3 fois par jour. C'est juste que je suis pas filmée. Fait qu'il y a personne qui peut voir ces erreurs-là. Fait que je pense que c'est de remettre les choses en perspective. Mais oui, en tant que consommateur, puis moi, étant une grande consommatrice, tu sais, des réseaux sociaux, des produits ou quoi que ce soit, on a beaucoup d'attentes. On s'attend ces attentes-là sont très élevées, puis on s'attend à ce qu'elles soient tout le temps remplies, puis rapidement. Ouais, je pense qu'on peut remettre les choses en perspective. Puis je me le dis en premier, là, mais de. Ouais, Oui, puis tu vraiment, sais, vraiment. c'est pas une attaque à personne, pas du tout, Non. mais on dirait que cette discussion-là qu'on a me fait, tu sais, le fait de comprendre un peu plus comment ça marche, puis de comprendre tout le processus derrière, ça me fait dire, hey mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on sait pas. Ouais. Il y a tellement de choses qu'il faut des fois relativiser puis venir nuancer. Puis ça va tellement vite, les réseaux sociaux, on consomme ça très souvent, très rapidement, beaucoup à la fois. Puis des fois, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde de juste prendre 2 petites secondes un peu pour réfléchir puis se remettre en contexte, faire ah oui, ça va peut-être dire ça. Puis des fois, il arrive des trucs, mais c'est pas parce qu'il arrive une chose une fois qu'on met une grosse étiquette dessus puis qu'on fait OK, c'est tout, Exact. tu sais. Je pense qu'il faut être comme indulgent. Puis ce phénomène-là aussi de vouloir tellement rentrer dans la vie des autres, ça s'applique pas à moi, mais je le vois dans le mom shaming. Tu sais, le fait de justement voir ces mères-là sur Instagram puis dire tu devrais pas placer ton enfant comme ça, il a pas l'air attaché. Tu sais, c'est comme je vois beaucoup ça, puis je peux comprendre pourquoi ces mères-là décident de faire une ligne entre leur vie privée puis leur vie publique. Tu sais, ça va jusque-là. Ouais. Des fois, la ligne de l'espèce d'ingérence, des Mhm. fois, on peut dire, peut-être, qui peut arriver, qui des fois prend peut-être trop de place. Mhm. Même si ça part d'une bonne volonté, des fois, de vouloir, Mhm. je sais pas, aider, quoi que ce soit, des fois, c'est ça, Vraiment. la ligne qu'il faut tracer, là. Ouais, puis le danger, justement, avec toute personne qui est affluente sur les médias sociaux, c'est que ça peut faire un spin-off dans les médias traditionnels. On peut en parler pendant longtemps. Là, il peut y avoir des humoristes qui embarquent là-dessus, puis tout. Fait que ça devient comme très, très difficile d'assumer une erreur que n'importe qui aurait faite n'étant pas filmé, tu sais. Mhm. Le cancel culture. Ouais. Cancel culture. Ouais. Quelque chose qu'on a vu arriver fort, vite, puis qui probablement aussi mérite plein de nuances, comme toute cette discussion qu'on vient Ouais. d'avoir. Effectivement. À la CE, on fait souvent, quand on se penche sur un sujet ou qu'on revient sur un événement qu'on a fait, on fait ce qu'on appelle une vente de garage. Donc, une vente de garage, c'est le principe du garder, jeter, créer. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé dans ce qui s'est passé, dans le sujet qu'on a abordé, dans peu importe ce dont on traite, qu'est-ce qu'on a aimé puis qu'on veut garder puis qu'on pense qui est bon puis qui marche puis qui est essentiel, qu'est-ce qu'on veut jeter ou modifier. Donc, quelque chose qui fonctionne plus ou qui fonctionne pas, qu'il ne faut pas recréer, une erreur, une mauvaise ligne directrice, peu importe. Et quelque chose qu'on veut créer, donc quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on se dit, ça, faudrait ajouter ça, faudrait créer ça serait un plus qui serait vraiment important. J'aurais le goût qu'on fasse un garder, jeter, créer avec l'avenir du marketing d'influence. Donc, si on essaie de se projeter, on n'est pas voyant de personne, on n'a pas la science infuse, mais de par votre bagage, puis comment vous êtes dans le métier en ce moment, si vous regardez l'avenir du marketing d'influence, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste? Donc, qu'est-ce qu'on garde de ce domaine-là, du fonctionnement, de ce que c'est? Qu'est-ce qu'on garde pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on jette ou qu'on change, qu'on modifie? Qu'est-ce qui doit être brassé un petit peu puis revu? Puis qu'est-ce qu'on veut créer? Puis là, on parlait de large, on parlait dans des idéologies, des façons de faire, des processus, des règles,
on peut aller vraiment large, mais j'ai le goût de vous entendre un petit peu là-dessus. Je pourrais même vous demander votre vision en général du marketing d'influence, mais mettons qu'on y va un petit peu par ce petit jeu-là. Des fois, ça peut nous aider à nous guider sur notre vision de la chose. Vraiment cool comme jeu. Ben, ce que j'aimerais garder, c'est la confiance des marques envers justement les créateurs de contenu. Je trouve ça le fun de laisser aller notre créativité, puis de pousser un peu plus, puis de voir ça vraiment comme un travail d'équipe. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis, tu peux continuer comme ça, on va après ça dire nos jetés. Oui, mais c'était vraiment mon point. En fait, Ah moi, ouais? je trouve ça tellement beau quand de nous délimiter notre terrain de sable puis de laisser le loose créatif justement à l'influenceur. C'est tellement magique qu'est-ce qui arrive quand tu reçois l'album. Puis moi, c'est les rares fois que j'ai des émotions quand je regarde justement les contenus influenceurs. Je suis comme, c'est tellement beau qu'est-ce qu'il a fait. Puis ça se voit la transparence qu'il a aimé le contenu de son côté, il a aimé la collaboration, il a mis des efforts, tu sais, puis les rédactionnels sont beaux, les photos sont belles. Fait que je pense que la confiance des deux côtés, tu sais, autant l'influenceur qui fait confiance à la marque de, tu sais, je te fais confiance de prendre mon visage puis de me faire travailler dans un carré de ça puis de respecter par la suite ma marge créative puis tout, puis de la marque de leur faire confiance. Je trouve que ça fait vraiment une belle symbiose. Fait que toute la connotation humaine, tu sais, je souhaite que ça reste, je souhaite que c'est sûr que ça s'en va plus vers le côté publicitaire de par comme la structure de tout qu'est-ce qu'on s'aligne là-dessus, mais le côté humain, il faut le garder parce que c'est une des seules formes de marketing qui est encore super humaine. OK. Fait qu'on garde la confiance, on garde l'humanité dans la chose, on garde les relations. Ouais. Puis là, entre tous les acteurs impliqués dans ça, là, comme on disait, marque et entreprise, marque, influenceurs, le public aussi qui consomme. OK, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on change? Mais je dirais le jugement qu'on peut avoir envers ce métier-là, parce que oui, on se demande encore, c'est un métier, comme je disais tantôt, c'est être entrepreneur, être influenceur. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, j'aimerais ça que les gens soient plus ouverts aussi. C'est peut-être parce que parfois, ben, ils rencontrent les gens qui sont gênés d'avoir l'air comme des fangirls ou tout ça. Mais posez des questions, soyez intéressés. C'est un métier comme un autre. Puis moi, je connais pas tous les métiers. Puis quand je connais pas quelque chose, ben, je pose des questions. Fait que je vous invite à le faire. C'est un bel exercice. Puis après ça, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de points en commun avec la personne. Puis qu'il y a un gros travail derrière ça. Donc, ça, je le modifierais ou je jetterais le jugement. Ok. Le jugement gratuit, rapide. C'est vraiment un bon point. Moi, je dirais le débalancement au niveau des cachets qu'on attribue aux influenceurs. Je pense que il y a beaucoup d'entreprises ou il y a beaucoup d'agences qui, je ne sais pas s'ils ne voient pas la valeur, ils ne voient pas tous les efforts ou quoi que ce soit, mais vraiment de travailler avec des cachets justes. C'est pas, je trouve que c'est pas juste en tant qu'influenceur de recevoir un 50 $ pour une story ou quoi que ce soit, puis parce qu'il y a des efforts qui sont derrière ça, il y a vraiment une valeur par rapport à ça. Donc, autant le débalancement, justement, que l'annonceur propose à l'influenceur, puis de l'autre côté, autant le cachet, des fois, que les influenceurs, ils disent ça va coûter 10 $ quand en réalité, ça en coûte 2. D'avoir une certaine constance par rapport à ça, puis d'avoir une transparence. Je trouve que c'est ce que je mettrais aux poubelles, mais que je changerais aussi pour finir ta troisième question, dans le sens d'avoir une certaine régularité au niveau des cachets pour que on arrête un peu de se parler tout seul puis qu'il n'y ait pas justement la science la moins exacte du marketing. Là. Ouais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on crée? Ben, j'aurais dit un peu dans le même ordre d'idée que toi, là, puis c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé ensemble dessus, c'est justement d'instrumentaliser le tout, de créer comme des barèmes, puis faire en sorte que justement, ce soit plus juste, comme tu dis, parce qu'il y a une science derrière le marketing. Là, après ça, comment? Je ne sais pas encore. Ben c'est ça, en fait, c'est la même réponse parce que c'est vrai qu'on a travaillé sur un projet ensemble, je pense, de structurer ça puis de professionnaliser, en fait, le métier, tu sais, que ça devienne pas nécessairement l'ordre des influenceurs comme les dentistes ou quoi que ce soit, mais tu sais, de structurer ça, de baliser certaines modalités quand on part en négociation, quand on est dans des contrats, tu sais, qu'il reste une transparence aussi à ce niveau-là. Donc, les choses qu'on a négociées ensemble, qu'on les signe, que ça soit entendu, mais qu'il n'y ait pas de surprise. On n'est pas censé se chicaner quand on arrive sur un contrat. Fait que pourquoi qu'il y a autant de débalancement? Fait que de mieux structurer ça pour que le consommateur soit au courant de ce qu'il voit, que l'agent sache qu'est-ce qu'il négocie, que les marques sachent à quoi s'attendre, puis que les influenceurs puis la marque, tu sais, dans le fond, ils gardent le bonbon ensemble, puis c'est juste de créer qu'est-ce qui est le fun.
Fait qu'on ajoute de la structure, de l'encadrement. On veut que tout le monde sache. C'est comme ça que ça fonctionne parce que ça va être, ça va aider tout le monde à bien travailler, à travailler de manière juste, de travail équitable, puis de meilleure façon aussi, donc à livrer du meilleur contenu. On veut enlever les stéréotypes. Je suis vraiment d'accord. C'est un peu le but de la Web Convo aussi aujourd'hui. On voulait creuser un petit peu. Puis, on n'est pas dans la science exacte, comme on a dit. On est vraiment dans la nuance. Mais on aime entendre différents points de vue puis approfondir un petit peu le sujet pour aller au-delà de ce qu'on entend, peut-être des fois en surface. Puis évidemment, on veut garder la confiance, on veut garder les bonnes relations, on veut garder, je dirais aussi la passion au travail, parce que je pense que, puis tu dois le voir beaucoup quand tu proposes une collaboration à un influenceur qui va te proposer ses idées. Cindy, tu le fais, puis tu le vois aussi avec les gens avec qui tu travailles pour Girl Crush notamment. Les gens sont passionnés, je pense. Les gens aiment partager. La base de tout ça, c'est de partager une passion, partager sur des sujets qui les intéressent et tout ça. Donc, je pense de garder ça aussi. Puis, on aura probablement un avenir du marketing d'influence encore plus beau et plus sain, on l'espère. Vraiment, on On le l'espère. souhaite. Puis les filles, j'aimerais qu'on finisse sur une note quand même pratique. Parce qu'on l'a dit tantôt, je vous ai posé une question sur, en tant que consommateur, est-ce qu'on est trop exigeant? On est tous des consommateurs de contenu, on est tous sujets à être exposés à du contenu d'influence, on l'est assurément tous. Puis partout, je dis nous, j'ai le monde à la maison, on parle de vraiment tout le monde. Comment est-ce qu'on peut devenir de meilleurs citoyens du web, de meilleurs consommateurs? Si on avait une bonne pratique à adopter peut-être, là, quelque chose de quand même tangible, un petit pas à faire à partir de maintenant pour être des meilleurs citoyens du web, des meilleurs consommateurs des réseaux sociaux, des meilleurs consommateurs du contenu d'influence auquel on est exposé. Qu'est-ce que vous conseilleriez, autant en tant qu'expert du domaine, mais qu'en tant qu'influence, que consommateur vous-même, finalement? Là? Ben moi, je la jouerais niveau humain, dans le sens de vraiment garder en tête que tout ce qu'on fait sur le web garde une trace. Fait que faire attention des fois aux commentaires qu'on amène ou des rétroactions. Je pense que ça peut aller plus loin qu'on pense, que ça soit positif ou négatif. C'est bon. Moi, je dirais consommer, j'allais dire pas avec modération, mais plus en étant dans le moment présent, en étant capable aussi de faire une introspection, à savoir est-ce que le contenu que je consomme présentement me fait du bien? Est-ce que ça s'aligne avec mes valeurs? Parce que ben, pour les gens qui nous écoutent ou même n'importe qui, je dirais jamais à quelqu'un de me suivre s'ils n'ont pas intérêt à me suivre. Tu sais. Je pense que c'est ça important, c'est de trouver cette relation-là avec la communauté puis que ça ait un bon fit. On veut apporter quelque chose, on veut que notre communauté nous apporte quelque chose. Donc, ça, de consommer de manière active puis d'être là présent dans le présent. La conscience dans notre consommation. Puis évidemment, on n'oublie pas que ce qu'on consomme, c'est du contenu produit par des humains qui sont des gens comme nous, auxquels on s'attache. De garder cette perspective-là. Puis de faire attention à nous aussi, nos interactions sur le web. On parlait beaucoup de ce qu'on reçoit comme contenu, mais nous aussi, en tant que consommateurs, on laisse des traces. Puis comme tu dis, c'est important d'y aller avec jugement, puis d'y aller avec parcimonie, puis de dire que ce qui est là, ça reste. Fait que ça se peut que si dans 5 minutes, tu penses plus ce que tu as écrit, ben, il va être encore là. Fait que c'est important de faire ces espèces de réflexions-là. Mais j'aime ça, puis effectivement, je pense que l'idée de la conscience, puis de faire attention à ce qu'on fait, tu sais, chacune de ses actions, réfléchir à ses actions, c'est beaucoup dans l'air du temps aussi, là. Peu importe dans quoi, dans le sport, avec le yoga, avec le journaling, avec tout ça. Donc, faire des introspections. Puis effectivement, je pense que c'est comme ça qu'on avance individuellement. Puis on espère qu'une discussion comme ça nous a fait avancer un peu plus collectivement. Du moins, nous amener à nous poser des questions. Si tout le monde se couche ce soir en se posant une couple de questions, puis en faisant « Ah ouais, je savais pas ça ». Ça, j'avoue, c'est une bonne question. J'ai une réflexion là-dessus. Je pense qu'on va être content. On va avoir éveillé là, cet esprit de réflexion-là. Les filles, merci tellement d'être venues jaser avec nous. Ça a été super le fun de vous avoir. Je suis contente. On dirait c'était comme une discussion, justement, de filles autour d'une coupe de vin, mais pas de coupe de vin. Mais j'ai beaucoup aimé le feel. J'ai aimé que ce soit nuancé, puis qu'on ait de plein de bords, puis qu'on fasse des liens de plein de choses. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Évidemment qu'on pourrait parler de ce sujet-là encore tout plein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci vraiment d'être venu nous voir. Évidemment, à la maison, on peut suivre Cindy sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit tantôt, sur plein de plateformes, donc facile à trouver. Nelly Marketing aussi. Donc, on a du super beau contenu. Vous pouvez les suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je serais folle de ne pas nous plugger. Suivez la CE du Québec. Donc, vous allez voir d'autres événements comme celui d'aujourd'hui. Donc, ils sont vraiment ouverts à tous. Vous allez aussi découvrir notre offre d'initiatives variées, nos clubs entrepreneurs et bref, notre mission de sensibilisation, tout ce qu'on fait. Vous avez remarqué qu'on n'est pas à la maison dans notre salon, on est en studio aujourd'hui. Donc, on est accueillis par l'agence Sparkling qui gère notre merveilleuse technique. Donc, je remercie vraiment l'équipe de nous avoir accueillis. Accueil de feu, studio de feu, on est vraiment super contents.
Je vous remercie les participants d'avoir été là, donc tout le monde à la maison, de nous avoir suivis, écoutés pendant cette heure et demie de discussion quand même. Donc, j'espère que ça a été enrichissant pour vous aussi, que ça a été intéressant. Puis, évidemment, je vous invite à poursuivre votre réflexion. À la maison, tous ceux qui sont inscrits à la web convo, vous allez recevoir là, il y a 3 minutes, un sondage de satisfaction. Évidemment, on veut votre avis sur ces événements-là. On les fait, mais on veut s'améliorer à chaque fois. On veut des événements encore meilleurs, des sujets qui vont vous interpeller. Donc, je vous invite à répondre au sondage post-événement que vous avez reçu dans votre boîte courriel. Et en échange, eInfluence nous a gentiment offert leur récent journal. Donc, ça, c'est le journal Work Smarter, Not Harder, créé par Influence. Donc, c'est vraiment un journal pour pouvoir tracer vos objectifs, puis où est-ce que vous en êtes, puis vos réflexions, puis vos trucs à faire. On est au-delà de l'agenda. On est vraiment dans le journaling. On disait là, des actions conscientes, savoir où on s'en va, se fixer des buts. Ce journal-là va vous permettre de faire ça et on va faire tirer un journal parmi tous les répondants au sondage. Donc, répondez à ça, ça va prendre un petit 2 minutes pour y avoir un bien beau cadeau en échange. Donc, on vous invite à aller répondre au sondage. On vous souhaite une vraiment belle fin de soirée. Les filles, merci. Et tout le monde, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Salut. Merci.